Olivier Rousseau, bienvenue sur Ça se passe. Merci Frank, content d'être ici. Important de préciser, c'est le deuxième Olivier Rousseau qu'on a sur le podcast. Il y avait Olivier Rousseau de Spectrum Media à Québec. Là, je suis avec Olivier Rousseau de Activity Messenger à Région de Montréal, disons. On va dire, ouais, parfait. Et Laurentide. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. On est content d'être ici. Fait que... Good. Ben, je suis content de t'avoir. Je demande tout le temps aux guests, pour commencer, s'ils se rappellent comment on s'est connus. Absolument. Fait que moi, je connaissais aucunement ton histoire de Snipcart. C'est vraiment Michael, un des co-founders de Activity Messenger, qui dit Hey, il y a un outil, ça se passe, on devrait aller mettre notre SaaS dans votre directory, dans le répertoire exact. Puis je pense que tu avais ouvert des plages horaires pour du consulting. Ouais. Puis il y avait comme une première rencontre gratuite, peu importe. Puis il dit j'ai suivi un peu le parcours de François, puis je trouve que vous ressemblez un peu dans votre approche, dans ce que vous faites, le growth, le marketing, toutes ces choses-là. Fait que pas technique à la base. Exactement. Puis beaucoup d'SEO, beaucoup de content, pas de gros funding, donc vraiment bootstrap, tout ça. Fait que je disais, pourquoi pas? Là? Moi, je suis toute seule dans ce rôle-là dans Activity Messenger. Fait qu'on s'est rencontrés. Puis ça a vraiment bien vibé, là, comme tu comprenais ce que je faisais, tu m'as challengé sur plein de petites affaires. Je suis comme, OK, il y a vraiment quelque chose. Puis après ça, on commence à travailler un peu ensemble. Puis pas mal ça. Là. Puis c'était à l'été passé? Je peux dire à la fin de l'été passé, absolument. 2023. Ouais. Fais-nous donc un recap avec des highlights de ton parcours professionnel pour qu'on catch tu viens de où avant d'être co-founder d'Activity Messenger. Quand j'ai terminé mes études, j'ai étudié en business à McGill puis en psychologie à Concordia. À la fin de mes études, aucune idée de ce que je voulais faire. Okay. Fait que zéro aucune idée. Je pensais même pas me partir d'une business nécessairement. Je cherchais pour des jobs. Je me souviens d'aller prendre une bière avec une amie, lui expliquer ça, puis elle dit Hey, pourquoi tu deviens pas guide touristique pour aller à New York? Fait qu'elle faisait ça, elle était encore à l'université. Fait que moi, j'étais comme regarde, je cherche un job, pourquoi pas? Fait que pendant une couple de mois, j'amenais des gens de Montréal, de Québec, peu importe, je les amenais 3-4 jours à New York. C'est bien hot. Des gens d'école secondaire, tout, j'ai vraiment trippé. Puis c'était un moment que je me cherchais, fait que c'était vraiment cool. La gang là-bas était super le fun. Puis à la fin de cet été-là, j'étais allé dans un camp de jour au BC. J'avais jamais traîné dans un camp de jour. Fait que première expérience de camp de jour à 22 ans, 23 ans. Ouais. Mais au BC, vraiment trippé. Mais pendant ce temps-là, je cherchais. Tu sais, obviously, je savais que ça allait pas être le futur. Puis je suis tombé sur une job dans un job posting à McGill qui disait Coach Sport Ball. OK. Sport Ball. McGill, l'université ici. Exact. Okay. Fait que je vois ça comme job posting. Je suis comme, c'est quoi ça, Sport Ball? J'ai aucune idée, mais j'aime le sport. J'ai été sportif toute ma vie. Puis j'ai toujours, tu sais, comme une facilité avec les enfants, avec les cousins, cousines, peu importe. Puis là, je dis, c'est quoi ça? Fait que, OK, il y avait une job comme coach. Puis je commence à lire le site web, je veux dire. Puis je suis comme, OK, c'est plus comme je veux une business. Tu sais, comme poussé, je suis comme, hey, j'ai aucune idée si ça fait de l'argent. J'ai aucun market research. J'étais juste, tu sais, je sais pas c'est quoi. Fait que je dis, hey, je veux une franchise. Tu sais? OK. Fait que je parle aux franchiseurs de la province. Puis je dis, hey, je serais intéressé à une franchise. Je dis, OK, deviens coach pendant une couple de mois. Puis après ça, tu pourras, si t'aimes ça, on regardera. Le Sport Ball, c'est quoi déjà? C'est des cours de sport pour les jeunes de 16 mois à 10 ans. Okay. Fait que t'achètes une franchise, ils t'apprennent un peu la méthodologie. Puis après ça, t'as pas d'emplacement. Fait que t'as vraiment très peu de coûts fixes. Tu loues des gymnases, on loue des centres communautaires. Puis les gens s'inscrivent en ligne, puis ils viennent au cours. Ouais. Fait que nous, on forme des coachs. C'est pas mal ça. Là. Puis le but, c'est-tu genre... c'est-tu aussi cadré puis encadré peut-être que le soccer ou que le... Ouais, c'est très structuré. C'est notre approche, mais on focus surtout sur le 2 à 5 ans. Donc, souvent, il n'y a pas beaucoup d'options, exactement. Mais c'est très structuré. Ça fait 25 ans que la façon de donner les cours se fait. Puis, donc, on a appris à coacher, puis on a formé des coachs. Les gens s'inscrivent en ligne, on va donner nos cours. C'est une introduction à plusieurs sports aussi. Fait qu'au lieu d'inscrire ton enfant au baseball ou au soccer, ben à 3 ans, il n'y a aucune idée ce qu'il veut faire. Fait que c'est des cours multisports. Chaque semaine, c'est un sport différent. Donc, ils apprennent les différentes habiletés motrices derrière chaque sport, puis souvent, ils finissent par sortir de là. Hey, j'aime ce sport-là, puis ils peuvent plus s'en aller dans peut-être du compétitif ou se spécialiser dans un sport. C'est vraiment non compétitif pour la découverte puis le plaisir. Là. Très cool. Je pense que c'est une introduction tôt aussi au mouvement, à l'activité physique, à la camaraderie peut-être qui vient de ça. Il y a déjà une tendance dans les étapes dont tu as parlé qui est
mouvement, de loisirs, de fun, right? J'imagine quand tu étais guide touristique à New York, exact. Il n'y avait pas de monde qui comptait pas, mais tu devais l'éclater, tu sais. Puis après ça, au BC, 4 jours, pour avoir travaillé, moi, déjà, par le passé, ça bouge beaucoup, tu sais. Ouais. Puis là, ensuite, le sport ball. Mais là, la franchise, comment ça marche? Tu lances-tu une business? On est en quelle année? Parle-moi de ça. Ouais. Fait qu'on est en 2011. Okay. En septembre 2011, que je commence à donner des cours pour Sport Ball, dans le fond, le franchiseur du Québec, en me disant j'aimerais acheter la franchise. T'sais. Fait qu'il voulait juste tester un peu. Fait que moi, je travaillais. Puis moi aussi, je voulais voir est-ce que j'aime ça donner des cours. Y a-t-il un vrai potentiel financier? Puis après ça, j'ai amené mon meilleur ami d'enfance, dans le fond, qui est mon partner. Okay. J'ai demandé hey, tu veux faire ça avec moi? Il m'a dit non 4 fois. Après ça, je suis comme Yann va juste voir un cours. T'sais. Puis il était comme il y avait 12 jeunes, il écoutait à la lettre, de 2 ans qu'il écoutait à la lettre, le coach. Il a fait OK. Puis il était plus ou moins bien en ce qu'il faisait. Il a comme tout droppé. Il a dit OK, on embarque là-dedans. Puis on est parti. C'est sûr qu'au début, on avait plein de jobs à temps partiel autour de ça, là, quand on partait la business. Mais ouais, on est partis ensemble en 2012, mars 2012, ça a commencé. Fait que physiquement, tu possédais quoi? Genre des ballons, des uniformes, exactement. Des cônes, t'avais un gros sac pour déplacer ça? OK. Puis là, tu louais les endroits comme tu as dit, mais tu as aussi parlé d'un mot-clé qui va évidemment être un gros spoiler pour ce qui s'en vient pour la suite, mais tu as parlé d'inscription en ligne. Exact. Fait que comment toi, tu les gérais? Ouais, puis dans le fond, c'est une franchise, fait qu'on avait un système déjà, puis dans le temps, c'était... Fourni par... Ouais, exactement, fourni par la franchise. C'était très vieux, désuet, mais dans le temps, en 2012, l'inscription en ligne, c'est pas ce qu'elle est en 2024, mais déjà, il fallait être bon sur Internet. Il fallait être bon parce qu'on n'a pas d'emplacement, tu sais. Il y a plein de centres que hey, tu peux venir payer, voir, tu peux pas. Tout mon marketing, tout ce que j'ai appris se faisait de chez moi, puis la personne ne me voyait pas, elle faisait la transaction, elle fait encore la transaction, elle s'inscrit, puis elle se présente au cours, puis on donne le cours. Fait que ce qui amène un peu au prochain chapitre, c'est que j'ai développé plein d'habiletés sur comment Facebook Ads, MailChimp, toutes ces façons de faire pour aller chercher des clients qui sont dans le monde virtuel. Parce que j'avais pas le choix, c'était mon monde que je connaissais. Puis je donne des exemples. On faisait des concours là, dans le temps de Facebook. C'était un concours, c'était n'importe quoi. C'était un concours, mais une photo d'un enfant de 3 ans qui fait du soccer. Je donnais une session gratuite, je faisais 50 000 de vente. Là. C'était n'importe quoi. Incroyable, Puis là, après ça, ils ont comme coupé là-dessus, mais c'est plein d'affaires que je montrais. Puis dans le temps, on n'avait pas de façon de découvrir ou comme savoir de où la vente provenait. Je me souviens être rentré à chaque début de cours, j'avais mes coachs. Moi, je prenais les gens qui arrivaient. Comment vous avez entendu parler de nous? J'essayais de me faire des statistiques un peu. Très cool. Fait que là, j'étais comme... Fait qu'il y a 2 réponses. C'était Facebook ou, je sais pas, ma femme m'a dit de venir ici. Fait que, OK, c'est la femme qui fait le choix plus pour l'inscription en ligne, mais le cours de soccer, il y avait beaucoup de papas qui venaient. Fait que je trouvais ça drôle un peu. Je disais, probablement des Facebook ads aussi. Là, fait qu'on a comme poussé beaucoup là-dessus. Puis ça m'a permis d'apprendre à utiliser plein de logiciels. De là qui est venu un peu Actively Messenger par la suite. Ben exact. Fais-moi là le pont entre... comment ça s'appelle? Sportball? Oui, Sportball. Puis Activity Messenger. En gérant Sportball, lors de la croissance, ça fait 12 ans maintenant, j'ai utilisé plein de software. Fait que, tu sais, la plateforme d'inscription en ligne apprend l'inscription. Ouais. Mais là, j'avais besoin de SurveyMonkey. J'avais besoin d'Eventbrite, mes essais gratuits, parce que c'était pas adapté pour ça. J'avais besoin de MailChimp pour mon outreach. J'avais besoin d'un Jotform, Google Form. Tu sais, toutes ces plateformes-là, je les ai toutes testées et utilisées. Puis je me souviens, dans le temps, tu sais, ils te demandent quelle industrie. Je cochais toujours Other. Je suis comme, tu sais, ils s'en foutent un peu de moi. Là. On s'entend, j'ai 5 différentes plateformes. C'est le chaos, personne ne se parle. Puis ils me demandent tout Other. Puis je m'étais dit dans ma tête, hey, si je pouvais juste rencontrer un dev qui comprend le milieu, puis je pourrais mettre mon cerveau et mes besoins là-dessus, tu sais. Puis c'est comme arrivé par la suite. Fait que ça a comme amené à aller un peu plus loin. Puis là, tu sais, je vais juste revenir un peu sur le fait qu'il y a la COVID dans tout ça. Parce que c'est ça qui m'a amené à Actively Messenger. OK. Sinon, je pense que je ne me serais jamais rendu à Actively Messenger. OK, intéressant. Mars 2020, COVID frappe. On peut s'entendre que le sport et loisirs, c'est une des places qui a été le plus frappée, malheureusement. Donc, en mars, habituellement, j'ai une grosse partie de mes inscriptions pour ma grosse saison, qui est la session d'été. J'ai payé pour 100 000 $ de ballons puis chandail qu'on donne à la session d'été. Tout casse. Fait que je perds mes coachs, tout le monde demande un remboursement. C'est vraiment rough. On sait même pas si la business va survivre. Ça fait 10 ans qu'on run de même. On est comme, qu'est-ce qui se passe? Comme plusieurs autres entrepreneurs. Mais ça a été tout un coup, disons, là, de rentrer à ce moment-là. OK. Puis
en 2-3 lignes, Activity Messenger, mettons, pour quelqu'un qui veut juste catcher rapidement, c'est quoi que ça fait comme ça fait quoi? Oui, c'est une plateforme d'inscription pour le sport et loisirs. Ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie l'inscription en ligne, surtout sur téléphone intelligent. Okay. On personnalise les communications, marketing et non-marketing, puis on automatise le reste de ta business. OK, parfait. Fait que tous les enjeux dont tu as parlé, que tu avais à patcher des logiciels ensemble, tu règles ça avec Activity Messenger, puis on va pouvoir creuser là-dedans aussi dans pas long. Donne-moi un peu un portrait numérique ou métrique de Activity Messenger. N'importe quel chiffre que tu peux me lancer qui me donne une idée, vous en êtes rendu avec la business. Ouais, fait que dans le fond, on a commencé peut-être 2 founders. Là, on a un troisième. Martin a commencé la plateforme. Après ça, on est rendu à 3 founders. On a 4 employés, 300 clients, donc organismes. C'est vraiment. Au Québec? Non, partout au Québec, Canada, États-Unis. OK. OK, parfait, super. Puis eux autres payent une mensualité. C'est sûr qu'il y a plusieurs users, mais c'est vraiment un prix par organisme. OK. Puis, tu sais, une croissance à peu près de 8 à 10% month over month. Fait qu'on a une belle croissance. On a pas mal doublé depuis le début, puis ça continue dans ces eaux-là. Parfait. Puis on continue à engager de plus en plus de gens. Là. OK. Puis là, on va zoomer sur la genèse de tout ça. Ouais. C'est-à-dire que là, tu as un parcours d'entrepreneur, tu as une connaissance d'industrie, clairement. Tu as réglé des problèmes que tu avais dans cette industrie-là à l'aide de logiciels, mais tu as identifié un paquet d'inefficiences ou de choses qui te gossaient. Là, la COVID frappe, puis pogne l'histoire à partir de là. Genre, explique-moi en quoi ça a mené à Activity Messenger. Oui, fait que la COVID frappe, puis là, on est en mode, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on communique avec les parents pour leur expliquer. J'avais pas de bons outils pour le faire. Puis Martin, il a fait un cold outreach. Puis je disais, hey, j'ai pas le temps, je suis en train de repartir ma business. Mais j'étais comme, ça a l'air intéressant comme plateforme, tu sais. Fait parce que lui, il avait déjà commencé. Oui, lui, il avait déjà commencé, exactement. Okay, c'est bon. C'est bon. C'est ça qui me manquait. Ouais, c'est ça. Lui, il a commencé. Moi, j'ai comme joint. Lui, il a commencé en fin 2019. Moi, j'ai joint officiellement en octobre 2020, mais à partir de septembre 2020. J'ai joint l'aventure comme co-founder. Tu le connaissais de où, Martin? Je le connaissais pas. Dans le fond, c'est mon franchiseur qui utilisait Activity Messenger qui nous le recommandait. OK. Puis elle connaissait Martin de ses passés, dans le fond, au CTO chez Amelia, qui était notre plateforme d'inscription. Okay. Puis dans le fond, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Puis fait qu'on avait un peu un lien. Puis il y avait d'autres personnes aussi en commun. Fait qu'on, tu sais, il avait entendu des bonnes choses de moi, j'avais entendu des bonnes choses de lui. Fait que c'était pas juste 2 inconnus qui se rencontraient. Puis ses premières communications vers toi, c'était-tu explicite de « Hey, je suis en train de lever quelque chose, je pense que tu vas m'aider à lever quelque chose » C'était plus comme « Je pense que tu pourrais l'utiliser carrément. » Deviens un client. OK, c'est bon. Ah ouais, OK. C'est drôle parce que ça me fait penser un peu à Sportbar. Tu sais, quand j'expliquais au début, je cherchais un job, j'ai trouvé un job, puis je suis comme « Non, je veux la franchise. » Je suis arrivé sur l'appel de démo, puis à la fin, je suis comme « Tu cherches un partner. » Parce que moi, je savais que je refermais à cause de la COVID. J'étais à la fin de l'été, puis tu sais, on est tous les sports à l'intérieur. Puis c'est comme ça que c'est parti. Puis lui, il voulait quelqu'un qui a l'expérience sur le terrain. T'sais, il avait vécu dans le passé des gens qui connaissent pas nécessairement le client idéal. Puis il dit non, je vais aller chercher un client idéal comme partner. Il apprendra le SaaS après, parce que je connaissais rien du SaaS. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis, OK, fait que là, ça me dresse un petit peu le portrait des 2 premiers co-founders. Quand ils rentrent, quand est-ce que Michael, le 3e co-founder, arrive dans le décor? Oui, fait qu'on part, moi et Martin, continue à travailler sur la business. Je te dirais, avant que Michael y embarque, on t'a cherché une ronde avec Tiny Seed, puis on parlera un peu plus de ça. Mais on va chercher la ronde avec Tiny Seed en 2021. Puis là, en 2022, Martin, qui est le seul développeur, il dit, il faut que je prenne des vacances. J'ai une famille, j'ai 3 enfants. Puis moi, il y a une urgence dans le code. J'ai de la misère à expliquer notre tech stack. Fait qu'on s'entend que je peux pas rien faire. Martin connaissait Michael. Michael suivait un peu les débuts d'Activity Messenger. Puis, dans le fond, il a fait, on va faire un test. J'ai besoin de quelqu'un pour supporter la plateforme. Je vais te montrer une couple d'affaires en cas d'urgence. Tu vas être capable de le faire. Puis, ça a comme mené à une conversation. Ouais, mais plus pas nécessairement consultant, mais juste pour aider. Okay. Pour que Martin puisse se libérer puis prendre des vacances un peu, tu sais. Puis lui, Michael, programmeur chevronné. Puis Martin avait confiance en lui. Absolument. Il se connaissait déjà. Fait que ça aidait. Puis, à travers ça, on a commencé à parler de comment travailler ensemble. Puis, Michael, c'est le fondateur de Make a Champ, dans le fond, une plateforme de crowdfunding pour le sport. OK. Il y a eu tous les hauts et les ups d'un startup. Il a vécu les ups et un peu de down aussi. Puis là, c'était rendu un peu sur le pilote automatique. Il passait pas beaucoup de temps là-dessus. Ça va pas chercher un énorme revenu, mais ça amène quand même un revenu. Puis, dans nos conversations,
il connaissait Michael, moi j'ai un vraiment bon vibe, puis on a dit, OK, ben peut-être qu'on pourrait faire un acqui-hire, aller chercher Make It Champ, ça nous aiderait dans nos revenus, puis en même temps, on irait chercher un autre founder. Fait qu'on a acquis Make It Champ en échange de shares, dans le fond, on va dire, dans Actively Messenger, puis Michael est embarqué comme troisième fondateur. OK, donc c'est une forme d'acquisition qui n'a pas nécessité genre une levée de fonds de fou, là. Il y avait vous aviez eu la chance de valider, mettons, le fit personnel de Michael avec vous autres comme founding team puis tout ça. Vous avez pris un bet. Comment tu... Ben, il y avait un bet. Il y avait un bet. Parce que, tu sais, je pense que Martin et moi, on avait une vision très similaire. Fait que c'était quand même très facile de travailler ensemble. Et là, tu rentres une troisième personne. Tu sais, comment ça va aller? C'est ça. On avait le bet de, pendant les vacances à Martin, tu sais, il est rentré dans le code. Moi, il habite dans le... Il y a Saint-Adèle, Val-David, on est un à côté de l'autre. Fait qu'on a pu aller prendre un café en personne. Michael? Oui, avec Michael. Fait que ça a vraiment aidé. J'ai vraiment... Martin a travaillé avec. Fait que le fit, il était là. On cherchait un autre développeur. Coûte cher, un autre développeur. Fait qu'on se disait, si on peut aller chercher 2 founders à ce niveau-là avec les ambitions qu'on a, ça serait vraiment fort. Puis Make It Champ, super belle plateforme. Ça nous amenait du revenu aussi. Fait que ça permettait d'accélérer les revenus un peu. Fait que ça un perfect match, c'est vraiment un perfect storm, là, encore aujourd'hui. Est-ce que le timing, c'est important, puis la chance aussi? Ouais. Make It Champ, moi, mettons, je veux courir un ultramarathon, puis je veux que les gens m'aident parce que j'ai besoin d'aide financière, peut-être, pour faire le voyage, que l'ultramarathon est loin, whatever. Je peux me créer, j'imagine, un profil, créer une espèce de cause ou d'événement là, puis envoyer un lien. Ça fait une page, les gens peuvent donner. Exactement. Genre, ça t'aide à market. C'est un peu comme un GoFundMe, mais vraiment spécifique au sport, aux athlètes, aux fédérations. Le modèle d'affaires, c'était quoi? On demande des dons. Ben, pas des dons, excuse. Ils font un don, mais après ça, on demande un pourboire. Ou comme, tu sais, la plateforme est gratuite. Oui, exactement. Dans le même contexte que Zephy, exact. OK. Sweet. Puis là, en ce moment, cette plateforme-là est encore live. Elle est encore live. Puis est-ce qu'elle est... Elle fait-tu partie d'une stratégie plus globale? Oui, mais on n'a pas encore touché à la stratégie. Parfait. On a des idées de stratégie, puis c'est de centraliser le don dans les fédérations sportives qui sont nos clients. Fait pour parler un peu de certains clients, fait qu'on a Fédération de Gymnastique Québec, Cheer Québec, GymBC, on a plein de fédérations. Il faut pouvoir l'intégrer carrément. Exact. Puis j'avais parlé au CEO de GymBC à un moment donné, puis tu sais, je dis, qu'est-ce que tu fais pour le crowdfunding? Il dit, c'est plate. Il utilise Actively Messenger pour envoyer son infolette, mais il dit, j'ai plein d'athlètes qui disent, hey, parle de ma cause. Mais il dit, c'est pareil, je vais mettre 8 liens. Puis là, nous autres, on se dit, pourquoi pas faire un GymBC account de Make It Champ à l'intérieur de leur plateforme, puis dire, hey, dans toutes tes infolettes, envoie-la. Ah, ce serait malade. Puis ça va. Fait que, tu sais, il y a vraiment un jeu à faire. Là, on essaie d'aller chercher plus une masse critique au niveau des fédérations pour ce qu'on fait avec Actively Messenger, mais on l'a vraiment dans le bac de notre tête. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais là, Oli, j'essaie de voir parce que tu as clairement le premier des co-founders, Michael, excuse-moi, Martin, pardon, je me trompe avec les M. Lui, il a une expérience dans le domaine. C'est-à-dire qu'il y a une expérience SaaS, mais il y a aussi une expérience dans l'industrie de gestion des activités, disons, là, dans laquelle vous opérez. Toi, t'en as une, lui, il l'a d'un point de vue fournisseur, toi, t'en as une du point de vue consommateur, client, opérateur, excuse-moi. Michael a une belle expérience technique, puis il est quand même dans une industrie spécifique. Avez-vous juste comme tasser du revers de la main tout ce qui est validation client parce que vous connaissiez tellement l'industrie puis tellement de monde dedans que vous étiez là, je le sais, hostie, qu'il y a un problème puis que le monde va payer pour ça, j'ai pas besoin d'interviewer 200 personnes. Oui, absolument. C'est ça. Okay. Mais, tu sais, je me souviens, tu sais, moi, j'arrivais dans le stage, je connaissais pas ça, puis j'étais, hey Martin, j'ai une super bonne idée. Il me regarde, il dit, amène-moi un client. Prouve-moi qu'un client va le bâtir avec un client. Tu sais, il m'a toujours dit ça. Fait qu'il dit, non, moi, je veux bâtir quelque chose dans le vrai, je veux bâtir avec un client qui a vraiment un pain point. Fait que nos clients, c'est eux autres qui ont drivé notre produit. Ils venaient, il y avait un problème, on réglait un problème. Ah, maintenant, tu as ce problème-là, tu as ce problème-là. On les connaissait à la base, mais le roadmap, c'est vraiment dessiné avec nos clients en sachant que il y a des choses qui seraient peut-être arrivées un peu plus tôt si nos clients avaient poussé là. Puis on a d'autres choses que ça fait longtemps que j'espère qu'on va développer pour Sportball, que ça prend plus de temps parce que nos clients ne nous tirent pas autant là-dessus. Puis il fallait bâtir d'autres choses avant. Mais le chemin, il est pas mal tracé là, de ce qu'on veut faire. Là. Fait qu'il y a une partie, je pense, des discussions clients ou de l'intelligence des clients qui doit être pas nécessairement de la découverte, mais aussi de la confirmation, de la validation de certaines idées que vous avez parce que vous connaissez déjà l'industrie. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je fais les ventes. Donc, je vais, quand je fais une démo, je pose des questions, j'écoute, j'apprends, je prends mon expérience, puis je challenge des fois mes clients pour dire pourquoi tu veux faire ça, pourquoi ci, puis eux autres me donnent des idées. Fait que, à cause de mon expérience sur le terrain,
plus d'une décennie, mais quand j'arrive avec un client, je peux l'aider, mais lui, il m'aide. Lui, il va dire quelque chose, hey, faut faire ça, tu sais. Fait que ça valide un peu le produit de cette manière-là. Ouais, c'est que ton filtre va être de meilleure qualité. Parce que, tu sais, les clients qui te disent ce qu'ils ont besoin, souvent, ils vont te proposer une solution, puis ça, c'est une genre de sagesse commune de SaaS, où est-ce qu'ils vont dire, moi, j'ai besoin d'envoyer des communications automatisées chaque début de mois, donc je veux cette fonctionnalité-là. Ouais. Mais c'est notre job, tu sais, de gens de produits, de dire, OK, ben pour régler ce pain-là ou accomplir cette job to be done-là, qu'est-ce que moi je dois faire dans ma... Puis c'est peut-être pas la feature que la personne m'a suggéré exactement. Fait que mon point étant de dire que toi, tu as un bon filtre, que tu connais bien le pain à régler. Fait que tu peux mieux, j'imagine, aiguiller la roadmap ou genre les gens de produits, dev avec qui tu travailles. Mais tu as dit de quoi qui est vraiment intéressant? Tu as dit, moi j'arrive en SaaS, puis là j'ai une bonne idée, puis en tant qu'entrepreneur, je suis habitué d'avoir des bonnes idées puis de les implémenter. Sauf que là, mon co-founder me dit, Attends, trouve-moi des clients qui veulent actually payer pour ça ou qui ont vraiment ce pain-là. Après, on va développer. Fait que, I guess que ça, c'était comme ton premier contraste entre développer de la tech en SaaS puis juste développer un autre style d'entreprise. C'est-tu ça qui t'a le plus étonné, épaté? Parle-moi du contraste que tu as vécu quand tu es arrivé en SaaS. Ouais, un énorme contraste dans le sens, un, c'est B2C, l'autre, c'est B2B. Ouais. Fait que ça, c'était déjà quelque chose. Puis c'est le long terme versus la vente tout de suite. Tu sais, moi, la vente dans Sportball, on arrive, on fait de l'argent, on fait du marketing, on fait de l'argent tout de suite. Tu sais. Là, il faut développer un produit à long terme. Il faut le pricer. Quand tu fais une vente, au début, on est à 25$ par mois, là, comme, hey, tu fais une démo, deux appels, puis tout, puis tu supportes. Ça prend du temps avant de rentrer dans ton argent. Là, tu sais, c'est vraiment long. Ça m'a un peu étonné. J'étais comme, ouf, OK, là, c'est pas la même game. Puis c'est plus du marketing, l'autre, c'est plus vraiment de la vente. Il y a du marketing, mais tu sais, Sportball, je fais aucune vente. Là. C'est juste du marketing. La personne s'inscrit en ligne. C'est B2C. Puis il n'y a pas l'aspect démo, vente comme ça. Puis oui, je te dirais l'évolution du produit. T'sais, moi, je vends un produit dans Sportball qui est finalisé. Dans le SaaS, ça ne l'est pas. Fait que tu parlais du contraste de dire hey, je veux faire ça. Il dit ouais, mais attends, il faut faire ça avant, il faut faire ça. Fait que ça m'a vraiment déstabilisé beaucoup. Puis j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Pourquoi, mais j'avais vraiment confiance en Martin. Il me l'a expliqué. Je comprends pas encore complètement des fois certains aspects, mais il y a le mindset, lui et Michael, de dire OK, c'est pour ça qu'il faut aller dans cette direction-là. Puis nous, ben, on amène nos idées, puis c'est un peu comment qu'on développe le produit. Fait que oui, c'était une grosse différence à ce niveau-là. J'imagine, au même titre que Michael ou Martin vont devoir te faire confiance sur certaines pièces d'information ou petites nuggets qu'il y a juste toi qui peux avoir parce que tu l'as actually buildé le type d'entreprise qui va utiliser un SaaS comme ce que vous faites. Fait que ça revient aussi beaucoup à la confiance, right? Genre, c'est important de pouvoir te poser lean vraiment sur les forces complémentaires de tes co-founders. Ça me fait juste penser vite parce que, parlant de produits, un épisode qui a été vraiment core à notre produit, c'est que Martin, il parlait avec un client, un de nos plus gros clients, qui avait des sondages, un peu alternative à SurveyMonkey, c'est quelque chose qu'on fait. Puis là, il a commencé à développer de la logique conditionnelle. Right? Si tu cliques là, ouvre ça, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il arrive, il me le présente. Puis on a une conversation, puis on fait « Ah, c'est comme ça que les gens devraient shop pour leur cours. » On n'avait pas pensé, on n'avait aucune idée où qu'on s'en allait pour comme cet aspect-là de la plateforme. Puis avec une fonctionnalité qui est, on va dire, très secondaire, là, peut-être 10% de nos clients utilisent des sondages. Okay. Ça nous a amené vers comment créer la base de... Puis après ça, Michael, il a pris ça, puis il est allé chercher les tags. On a vraiment peaufiné, puis c'est comme lui qui a comme pris ça là. Mais l'idée est venue d'un client sur un autre fonctionnalité. Mais moi, pas avoir été opérateur, je sais pas si j'aurais vu la transition de dire, OK, il y a le survey. Fait que c'est avec des discussions avec Michael Martin que, OK, la logique conditionnelle, c'est ça qu'il faut faire pour le client. Puis les clients, ils l'ont vu, ils ont fait, ah, c'est ça que je veux. Fait que ça a été vraiment un épisode intéressant de comment on fonctionne un peu à l'interne. Activity Messenger, ça fait combien de temps, là? 4 ans. 4 ans? Comment est-ce que tu splits ton temps, toi, parce que l'autre entreprise est encore en vie, puis elle va bien, je pense, le Sportball. Fait que comment tu splits ton temps? Ouais, ben, on est rendu à une place où que je passe plus beaucoup de temps dans Sportball. Je suis vraiment rendu plus dans Activity Messenger, à cause d'Activity Messenger, entre autres. Parce que c'est vrai, par contre, c'est ça qui a été le fun, c'est que pendant que je développais Activity Messenger, ça faisait des outils
que mon équipe admin pouvait aller faire beaucoup plus rapidement et pas avoir besoin de l'autre. Fait que tu sais, ça genre c'est meta flywheel de dog fooding, c'est cool en Chris. Absolument. Puis c'est pendant mes appels de vente, c'est quelque chose que je peux parler beaucoup de mes expériences de ce côté-là. Puis fait que ça a été. Fait que tu sais, j'ai transitionné un peu plus loin de Sportball, mais j'adore garder un pied dans l'entreprise et voir ce qui se passe parce que je veux savoir les histoires pour pouvoir les dire à mes clients dans Activity Messenger puis comme bâtir. Fait que c'est vraiment plus dans Activity Messenger que je passe mon temps rendu aujourd'hui. Il y a une transition là, dans les 4 dernières années, là, mais... Est-ce que le contact humain, être entouré justement de jeunes qui trippent, le monde physique qui était lié à Sportball, est-ce que ça te manque dans le SaaS qu'est Activity Messenger? Non. J'avais pas d'enfant quand j'ai commencé Sportball. J'avais pas de femme quand j'avais commencé Sportball. Là, j'ai une femme et 3 petits gars qui font l'école à la maison. Moi, je travaille à la maison. Le contact humain, je n'ai jamais eu. Ouais, exact. Fait que, tu sais, quand je rentre dans mon garage pour travailler puis être dans mon SaaS, il y a du bien-être là-dedans aussi. Mais c'est le fun. J'ai un bel équilibre entre les deux, mais non, c'est pas quelque chose qui me manque vraiment. Par contre, ce qui m'a. Tu sais, je suis venu au dernier événement de Ça se passe, puis ça m'a redonné quelque chose. De parler à des gens de la communauté, de rencontrer, de faire du networking, tu sais. Je n'avais pas fait, on habite plus en région. Fait oui, j'ai un cercle, mais un cercle de like-minded people à l'extérieur des co-founders dans Activity Messenger. Ça m'a vraiment... J'ai adoré mon expérience à ce niveau-là, puis je pense que j'aimerais en faire de plus en plus de ce côté-là. Là. Je vais toot my own horn un petit peu. Mais je sais que tu écoutes pas mal le podcast. On en a déjà échangé sur différents trucs. Puis un pattern que j'ai remarqué, là, c'est que les founders qui sont justement pas nécessairement dans des centres névralgiques ou qui sont pas tout le temps en mode genre être avec d'autres founders ou être dans les events de SaaS ou whatever, ils semblent l'écouter pas mal. Parce que justement, ça amène une façon alternative d'avoir ce réseau-là, ces conversations-là, cette exposition-là. Fait que je serais curieux de valider si ce pattern-là est legit ou si c'est juste moi qui m'imagine des affaires. Mais tant mieux si l'event... mais l'event, puis même le podcast, rapidement pour être là-dessus, moi, vu qu'on a eu du funding de Tiny Seed, je suis tombé beaucoup dans le monde américain des podcasts, puis il y a beaucoup de choses dans le SaaS. Là, j'écoute beaucoup de SEO, je travaille là-dessus, fait que c'est beaucoup en anglais. J'ai très peu en français. Puis je suis bilingue, mais ma tête est en anglais, mes émotions sont en français. C'est bien dit. c'est vraiment ça. Puis j'étais étudiant en business, fait que ma tête, c'est en anglais, mes émotions en français, mais je trouve que ça... Sérieusement, ça se passe, ça m'amène beaucoup à ce niveau-là. De connecter avec d'autres histoires dans un monde. Puis, tu sais, c'est plus vision. Moi, ça m'aide plus avec l'émotion autour de la business. Puis, ça me rééquilibre dans ce que j'écoute. Puis, même, tu sais, juste récemment, je m'en allais tout dans le SEO. Fait que j'ai comme fait, OK, j'écoute beaucoup de podcasts dans la vie. J'ai fait juste écouter du SEO pendant 3 mois. Ça devient dry un peu. Mais j'étais comme, c'est la saison de ma vie, je donne là-dessus. Il y a un podcast qui est resté, puis c'est le tien, parce qu'il rééquilibrait tout ça. Fait que là, je suis redevenu un meilleur équilibre, mais tu sais, j'avais pris une saison de dire, hey, je pars. C'est très tactique ce que tu écoutais comme SEO podcast. Puis, tu as dit quelque chose, tu as utilisé une formulation que je trouve belle, puis que Antoine, mon co-hôte, de l'époque, avait utilisé une saison de ma vie. De genre designer puis cadrer un peu des moments dans ta vie qui est là, c'est ça, pour telle raison. C'est-tu quelque chose auquel tu réfléchis? C'est un peu plus nouveau. Puis c'est quelque chose que je veux refaire. Fait que au début, je connaissais pas la vente. C'est pas ma force, la vente. Vraiment. Par contre, j'ai écouté un podcast récemment qui disait, si t'es un founder qui connaît bien ton ideal customer, il dit, tu vas pas être aussi bon que les vendeurs dans le début puis dans la fin, but you're gonna run laps around them in the middle. Puis j'ai trouvé ça m'avait comme un peu rassuré de dire, tu sais, des fois, j'ai jamais fait de vente, puis tu sais, je sais qu'il y a des tactiques, puis tout ça, tu sais, je pourrais m'améliorer du côté de la vente. Puis je pense que quand les gens rencontrent Olivier avec son expérience, puis qu'ils vont dire, hey, je fais ça, mais peut-être tu pourrais faire ça, puis je tombe un peu un consultant dans certains cas, ben je pense que les autres font, oh, wow, puis... La confiance. Exact. Mais, OK, là, j'ai comme le goût de double-cliquer sur un paquet d'affaires. Commençons par Ideal Customer Profile. Fait que tantôt, tu nous as dressé un peu un portrait de genre comment toi, tu runnais ta shop avec Sportball. Tu utilisais différents logiciels que tu patchais ensemble. Est-ce que Olivier, qui run Sportball, c'est un archétype commun des autres clients que tu as aujourd'hui dans Activity Messenger? Je précise, sont-ils tech-savvy? Comment est-ce qu'ils règlent les problèmes d'inscription, de communication, de feedback, de paiement, de tout ça? T'as de tous les genres.
Fait que j'ai des personnes qui arrivent, ça fait sur 25 ans mettons, là, qui travaillent sur une page encore papier. Là. On a des gens sur du papier. Il y en a qui sont Google Forms, il y en a qui sont comme moi. Ils arrivent puis ils disent hey, ça n'a aucun sens. Puis même, des fois, dans ce cas-là, genre, leur prix pour notre produit est comme moins 50 $. Ça arrive rarement, là, mais une fois qu'ils coupent toutes les autres choses. Fait que, tu sais, mais souvent, on remplace un ou deux outils. Puis, fait qu'on a quand même un milieu qui a un certain capacité au tech-savvy. C'est pas des gens qui l'ont pas. Il y en a encore qui l'ont pas, mais la majorité des gens sont rendus en ligne d'une certaine manière. Ouais. Mais ils patchent souvent ou ils arrêtent de faire des choses. Puis ça m'est arrivé. Parce que quand tu as cinq plateformes différentes, ben, ton sondage à la fin de la session, il faut que tu ailles le créer, il faut que tu ailles mettre le lien. Nous, dans Activity Messenger, quand tu crées ton cours, tu peux automatiser l'envoi 3 jours après la session avec le sondage. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est aller voir l'analytique. Mais quand tu es busy, à la fin de la session, tu n'as pas l'automatisation, il faut que tu ailles le faire manuellement. Tu oublies, tu le fais pas, puis tu n'as pas d'aussi bonnes données. Fait que tu peux te ramasser à payer un petit peu pour du software que tu n'utilises même pas au complet. Puis être un peu, ou arrêter de le faire. J'ai plein de gens qui disent hey, je fais plus d'email marketing. Moi, l'email marketing, c'est le number one dans le sport et loisir. Là. À un moment donné, je payais 200$ US pour MailChimp. J'étais genre, j'envoie un courriel par mois. Ouais, mais je fais 40 000 de ventes quand je l'envoie. C'est un peu dur de dire non, tu sais. Mais il y a des gens qui arrêtaient parce qu'ils trouvaient ça trop dispendieux ou ils le faisaient pas bien. Puis là, nous, ça fait partie de la plateforme. Fait que j'ai plein de gens qui reviennent vers des choses de marketing qu'ils avaient délaissées parce que MailChimp, c'était trop compliqué. La personne qui utilisait MailChimp a quitté la business, puis c'est une petite équipe. Puis là, il faut réapprendre ça. Tandis que là, c'est tout dans le même produit. Fait que ça aidait vraiment aux gens à utiliser plus de software en utilisant juste un. Ou plus de fonctionnalités en mettant tout dans une plateforme. Tu as parlé de transfert de connaissances un petit peu. Là. Bon, tu as une personne dans une organisation, mettons, des cours de danse, par exemple. Je pense que c'est des clients. Studio de danse, club de gymnastique, natation, fédération sportive. OK, parfait. Mettons, prenons un club de danse. Tu as un client, tu as un user, là-dedans, ou un employé qui c'est elle, la maître de MailChimp. Elle démissionne, elle change de job, elle prend sa retraite, peu importe c'est quoi. Après ça, la connaissance est comme un peu évaporée. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu ça? Puis est-ce que la learning curve d'apprendre Activity Messenger est plus steep qu'apprendre un MailChimp? Genre, j'ai le goût que tu me parles de l'éducation client, puis une fois qu'ils sont setés, comment ils font pour rester setés puis que ça fasse pas ce que ça a fait là? Ce qui est bien... non, mais je comprends, je vois où tu veux en venir. Ce qui est bien, c'est que c'est les mêmes patterns vu que c'est la même plateforme. Fait que si tu sais créer un formulaire d'inscription... Faut juste que tu changes les questions pour créer ton sondage. Faut juste que tu changes les questions pour créer ta billetterie. T'sais, fait qu'il y a vraiment quelque chose qui apprend. Puis nous, moi, ce que je fais souvent, c'est quoi ton gros pain point? Qu'est-ce que tu veux régler tout de suite? Parce que je sais que tu vas travailler dessus, puis tu vas aller le faire. Fait que chaque client qui rentre... En onboarding? Ouais, il va rentrer de façon différente. C'est quoi qu'il faut qu'on ait réglé tout de suite? Okay. Puis des fois, on a des clients qui vont revenir 1 an après. OK, là, je suis prêt pour les certificats à la fin de la session. Okay. C'était vraiment cool. Tu me l'as pitché vite dans la vente. Je le sais que je le voulais, mais il y a tellement de choses à apprendre parce qu'ils vont apprendre 3-4 software en un. Dans Activity Messenger. Exactement. Mais on permet l'entrée seulement pour un. Fait que j'ai des clients qui ne sont pas prêts à changer de plateforme. Ils viennent, ils font juste du MailChimp puis des surveys. Fait que pendant une couple de mois, ils font juste ça, ils s'habituent à la plateforme. Puis nous, on aime les appeler un peu des paying leads. T'sais. Fait que c'est encore des leads pour nous parce qu'ils ne nous payent pas cher. On sait qu'on va les upgrade très probablement dans le futur quand ils vont avoir une confiance avec nous puis ils vont adorer le produit. Puis plus ils vont augmenter, ben plus ils vont tomber. Puis à un moment donné, ils vont tout mettre leur business sur la plateforme. Comment tu fais pour identifier le potentiel ou le timing qu'un de ces paying leads-là devienne un full-fledged client? On l'a pas encore fait. On en a parlé beaucoup. On a plein de gens là-dedans qu'il faudrait qu'on relance, qu'on a une stratégie. Il y en a qui viennent par eux-mêmes en ce moment. C'est un peu plus par eux-mêmes. On a une infolette qu'on envoie à nos clients aussi, avec les updates. Fait qu'ils voient l'évolution, puis des fois, ils disent « Hey, j'aimerais ça. » T'as des points de contact quand même réguliers avec ces gens-là. Oui. Par contre, le transfert, c'est énorme. C'est toute leur base de données. Tous leurs clients sont là-dedans. Toutes leurs factures sont là-dedans. Toute leur comptabilité est là-dedans. Fait que c'est pas évident de transférer. Il y a des moments opportuns. Il faut que la personne soit prête. C'est un processus qui peut prendre un certain temps. Et moi, pour l'avoir fait puis avoir vu d'autres clients le faire, quand tu pars d'une plateforme, du jour au lendemain, tu pars de une puis tu arrives dans l'autre. Là. Mais toute ta business. Là. Fait que c'est gros. Fait que nous, on permet de dire, viens pour des add-ons, qu'on va dire. Apprendre à connaître. Tranquillement, pas vite, on va solve des pains. Puis éventuellement, quand tu vas être prêt, ça va être beaucoup plus facile de faire l'onboarding. Notre stratégie, puis là, on commence à la voir, c'est que la personne qui arrive pour faire ses cours, puis le gros du onboarding, si ça fait 6 mois, 1 an qu'elle est avec nous pour d'autres choses,
c'est beaucoup plus facile. Là. Elle connaît la plateforme. Fait on a moins d'onboarding à faire, en quelque sorte, parce qu'on est arrivé sur des choses plus faciles. Fait qu'il y a plusieurs cas d'utilisation qui vivent sous la même plateforme qui est Activity Messenger. Toi, dans un appel d'intégration ou d'accueil ou d'onboarding, tu vas identifier ce cas d'utilisation-là, puis tu vas probablement avoir une conciergerie là, ou un guidance qui est plus sur ce cas d'utilisation-là. 100%. Ça scale pas. Non. En fait, ça peut scaler là, si tu t'engages spécifiquement pour ça. Ma question pour toi, c'est est-ce que vous avez le plan de faire ces chemins de onboarding-là personnalisés directement dans la plateforme éventuellement? Oui, un de nos plans à terme, puis c'est une des raisons qu'on développe beaucoup le SEO en ce moment, puis on veut voir un peu les features qui fonctionnent le plus. Avoir un funnel. Ouais. Puis on aimerait ça développer un peu un freemium ou un free trial ou un pay pas trop cher. Fait que mettons, tu disais, hey, je veux juste faire des surveys, on va se mettre un peu en bas de SurveyMonkey, tu sais, dans nos choses. Viens, fais-le. Puis après ça, tu t'habitues à la plateforme, on peut comme valider un peu, puis quand ils sont prêts à aller plus loin, ben là, il y aura un autre paiement. Ou, fait qu'il y a une stratégie un peu avec ça pour que les gens puissent venir utiliser les fonctionnalités. Par contre, ce que j'aime en ce moment, c'est que vu que c'est tellement varié, je peux avoir deux studios de danse dans le même état aux États-Unis. Un qui arrive pour email marketing puis surveys, l'autre qui arrive pour certificat et évaluation. Ils vont pas utiliser du tout les mêmes fonctionnalités. Puis c'est deux studios de danse dans le même état, très similaires. Mais moi, ça m'apprend beaucoup sur le produit. Fait qu'on est encore un peu dans une phase où que j'adore être sur ces appels-là pour bien comprendre les besoins, continuer à optimiser le produit, puis éventuellement, on trouvera une manière de peut-être mieux faire les portes d'entrée. Mais je sais pas si ça répond à la question un peu. Oui, ça répond vraiment. C'est vraiment intéressant parce que justement, tu as un all-in-one. Ouais. C'est-à-dire, au lieu d'avoir... c'est assez horizontal, right? Tu peux faire... La majorité des choses que tu dois faire numériquement avec une organisation comme, par exemple, un salon de danse, tu peux les... Salon de danse. Ouais, excuse-moi. Un studio de danse. Ouais. Exact. La majorité des choses que tu dois faire numériquement avec ton studio de danse, tu peux les faire dans Activity Messenger. Ouais. Par contre, il y a plusieurs plateformes qui sont all-in-one comme ça, qui vont venir avec une énorme friction au changement. C'est-à-dire que les personnes qui ont créé la plateforme vont dire, ben, tu sais, nous autres, switch au complet, puis comme, oui, on t'aide, genre, dans l'intégration, on a peut-être des fonctionnalités d'import de d'autres plateformes, mais tu sais, quand tu switches. Fait que il y a plus de friction à l'activation, je pense. Mais dans votre cas, il y a moins de friction à l'activation parce qu'il y a une utilisation modulaire de la plateforme qui est légitime puis qui fait du sens économiquement pour vous. Par contre, ce que ça fait, c'est que le monde rentre avec différents pain points, puis après ça, toi, tes communications, puis comment tu les upsell ou que tu les rends full users, ça amène son lot de challenge. Mais je trouve c'est un beau positionnement quand même. Ouais, puis dans notre industrie, on est tout seul à le faire. Ça, c'est un autre aspect. Puis souvent, mettons, quelqu'un arrive et dit hey, je suis peut-être prêt à changer de plateforme, je suis pas certain, tu sais. Mais ils vont peut-être évaluer une couple de solutions. Puis là, on arrive, moi, demain matin, tu peux prendre un plan à 70, 100$ par mois, puis je vais régler 3 de tes pain points. Puis comme je disais tantôt, tu vas apprendre à me connaître, notre plateforme, tu vas voir si tu aimes ça, tu vas nous faire confiance, puis après ça, on pourra dire, OK, on close le deal dans 3 mois. Là, je suis prêt à le faire. Ouais, dans la vente, ça m'aide beaucoup, ça. Ben, c'est que c'est une forme de product-led growth dans la mesure où, genre, carrément, des parties de ta plateforme servent de assets, de marketing quasiment, genre. C'est vraiment hot, dude. Puis, fais-moi, genre, en mitraille, un exemple de tous les outils que tu peux remplacer avec Activity Messenger. Ouais. Fait qu'on va parler de Google Forms, Jotforms, MailChimp, Constant Contact, tous ces outils-là, SurveyMonkey, Eventbrite, SmartWaver, des bulk certificates, là, j'ai Certified, tu veux faire des certificats, on s'intègre avec Canva pour envoyer à comme 100 personnes. J'ai une compagnie de SaaS qui fait des formations, aucun rapport à notre industrie qui l'utilise pour faire des certificats. J'ai la communication à l'interne aussi avec des textos, j'ai une compagnie de construction. Fait que je vais chercher d'autres. On a un autre marché qu'on a un play à faire plus tard. On focus sur ce qu'on connaît en ce moment. On va les chercher en ce moment parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui disent hey, j'ai les mêmes besoins pour ces outils-là que le sport et loisirs. Je suis pas dans le sport et loisirs, mais je suis tanné de payer pour MailChimp de la manière que j'utilise. J'utilise pas toute la complexité. Comment est-ce que je peux sauver de l'argent puis mettre plusieurs outils ensemble? Puis ça a été le début d'aller chercher des clients externes, mais de mon SEO aussi, parce que je peux dire, hey, alternative à MailChimp qui respecte la loi 25 francophone, ben
je rank quand même assez rapidement ces articles-là. Fait que j'ai plein de gens. Puis ça, l'idée est venue aussi d'une cliente, une de nos plus petites clientes. C'est un festival. OK. 3 mois. Elle prend la plateforme 3 mois par année, elle paye des peanuts. Mais je suis embarqué sur l'appel avec elle. Fait quand même un petit bout. Première question, elle me dit, tes données sont-ils au Canada? Puis genre sur un bouton, comme, tu sais, j'étais comme, oui, ils sont au Canada. OK, cool, parce que je m'en allais avec Smart Waiver, puis j'ai besoin de quelque chose au Canada. Là, moi, ça a sonné des cloches. Là. Je disais, il n'y a pas le seul que son avocat ou peu importe lui a dit, ça, c'est faut que les données restent au Canada. Non, la loi 25 est un peu différente. Là. C'est pas moi l'expert sur cet aspect-là. Moi non plus. Ouais, puis c'est assez... mais oui, il y a plusieurs aspects que les gens... On a même des clients qui font des sondages pour des municipalités au Québec, des choses comme ça. Puis un de leurs clients leur a dit, ben, tu sais, SurveyMonkey, c'est dans un black box. Ou, tu sais, telle plateforme, on veut pas l'utiliser pour le respect de certaines choses. Puis ces alternatives-là, le Québec, c'est pas un gros marché pour eux. Hein. Fait qu'ils viennent pas ou... Fait qu'il y a comme un jeu à faire, puis ça nous a amené des leads un peu d'SEO qui a amené un peu après ça à focusser là-dessus. Le danger que je vois, puis j'ai peut-être pas raison, là, c'est que là, en ce moment, les organisations sportives, c'est le core, right? C'est le Ideal Customer Profile. Puis de façon un petit peu organique, accidentelle, tu commences à découvrir d'autres types de Customer Profiles qu'ils peuvent utiliser puis profiter de l'Activity Messenger. Puis ça se peut, un moment donné, que ces gens-là mettent une certaine pression sur la roadmap, pression sur le modèle d'affaires. Peut-être même que c'est une industrie qui a plus de cash que genre les organisations sportives. Effectivement, ça va Christ, tu sais. Puis je trouve que le danger, c'est un défocus. Puis le classique, genre, si tu essaies de faire de quoi qui plaît à tout le monde, tu plais à personne. Fait que c'est vraiment juste un petit flag que je lève. Je sais pas si c'est quelque chose auquel tu as pensé. On y a pensé, puis c'est drôle. J'ai écouté un podcast récemment. Founder, j'oublie son nom, là, de HubSpot. OK. Puis nous, Dharmesh? Ouais, Dharmesh. Ouais. Puis nous, HubSpot, il y a quand même beaucoup de similitudes. T'sais, small business, plein de portes d'entrée, plein de produits un peu. Puis eux autres, qui disaient au début, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est qu'ils disaient, toutes nos portes d'entrée, OK, si on finissait top 3 dans une catégorie, on avait over-index. On est allé trop loin. Puis ça nous amenait des clients trop complexes qui nous poussaient avec trop de demandes. Fait qu'ils ne voulaient pas aller top 3, à part dans son core, sur plein de choses. Puis moi, ça m'a fait réaliser, je veux pas être top 3 pour email marketing, je veux pas être top 3 pour sondage, pour que le client qui arrive, il veut la panoplie puis les features que j'ai besoin. Notre core, l'inscription, ça, on veut être les meilleurs au monde. T'sais. Mais toutes les autres, on veut que ce soit la personne qui dit hey, je veux comme tout ça connecté. Fait que quand ces gens-là ils arrivent, ils nous en demandent pas trop. Ils sont quand même faciles à onboarder, puis ils en demandent pas trop habituellement, puis ils nous prennent pas trop de jus. Parce qu'ils ont déjà utilisé Eventbrite, c'est encore similaire, ils ont déjà utilisé MailChimp, puis une fois qu'ils sont offsetés, après 1-2 rencontres, ils partent, puis on n'a pas besoin, puis on apprend sur ce marché-là. Mais on va pas développer, puis je le dis dans la démo aussi. Ouais, t'es comme elle dit, regarde, exactement, ça c'est la combinaison. Nous, on est vraiment dans le sport et loisirs. Sport et loisirs, c'est ça que je devais dire. Oui, sport et loisirs. Gestion des activités sportives et d'organisation sportive. Sport et loisirs. Puis il y a aussi une dernière chose pour closer là-dessus, puis après on move on. L'avantage unfair que tu as en ce moment, c'est d'avoir été le client, le même type de client auquel tu vends en ce moment, d'avoir une expérience, de générer une empathie, une confiance rapidement, puis d'être capable tu es responsable de la croissance, vente, marketing aussi chez Activity Messenger, générer du content qui est spot on rapidement parce que tu connais ça, puis tu es capable d'en parler, aller dans des conférences. Tu sais, ça, c'est un co-founder unfair advantage que, je sais pas, tu n'aurais pas en construction, tu sais, mettons, whatever. Fait que, puis c'est pas de dire un est meilleur que l'autre ou pas, mais je dis juste que dans cette niche-là, qui est même pas une niche, là, c'est basically un marché de sport et loisirs, tu as vraiment un beau unfair advantage, je pense. Tu as parlé, on a mentionné à 2-3 reprises TinySeed, qui est un, je dirais, accélérateur, incubateur, fonds d'investissement un peu hybride des États-Unis, starté par Rob Walling, qui a fait Startups for the Rest of Us, qui a fait MicroConf, puis maintenant Drip, c'est vrai, TinySeed. C'est quoi TinySeed? Puis quand est-ce que vous croisez le chemin de cette organisation-là? 2020, quand je commence avec Martin, j'ai dit, regarde, je connais l'industrie, j'ai utilisé tous ces outils-là, je connais rien au SaaS. Il dit, voici Startups for the Rest of Us. Lui, c'est ce qu'il écoutait. Le podcast? Ouais, puis il m'a dit, voici une couple d'épisodes à écouter. Je suis tombé là-dedans, je me suis mis à écouter tous les mardis l'épisode. Nice. Et donc, on est tombé dans son pipeline pour TinySeed. Puis, on aimait beaucoup leur approche de TinySeed parce que, j'ai 3 enfants, Martin a 3 enfants, on s'en allait pas lever un round pour devenir un unicorn.
j'ai pas 23 ans quand j'ai commencé Sportball, puis je peux faire 80 heures dans une ma business. Donc, Tiny Seed, eux autres, ils investissent dans plusieurs business. C'est une batch, une vingtaine d'entreprises. Ils prennent un pourcentage. Ils viennent quand même early, là, dans le sens que... D'équité. Oui, exactement. Puis, ils viennent... Nous, par exemple, on avait, je pense, 5-6 000 de MRR à ce moment-là. OK. Quand on est entré. Fait que c'était pas... Puis, un an, 2 ans de vie, genre? Vous étiez quand même jeune? Ouais, on était peut-être à 2 ans de vie à peu près. C'est bon. Je veux dire 2021, 2022. COVID, en tout cas? Ouais, automne 2021 Okay. qu'on est rentré. Oui, absolument. Puis... Fait que c'est qui a appliqué, c'est qui a lancé la... Comment ça s'est passé? Ouais, moi et Martin, on en a parlé un peu. Puis après ça, on a fait, let's go, il ouvre les applications. On a répondu à l'application. Tout est rentré. C'était drôle le timing aussi. On a eu une rencontre avec eux pendant mon congé de paternité. Je suis comme, Vanessa, t'appelles là, faut que je le prenne. Fait qu'on a eu la rencontre. Puis, c'est ça a passé. Ça a été un peu plus long parce qu'on était les premiers avec qui on investi au Québec. Ah ouais? Ouais. Très cool. Fait que, disons que la paperasse a pris du temps. On est rentré en novembre. T'es supposé avoir notre argent en novembre. Ça a duré jusqu'en mai, je crois. Fait que ça a retardé, mais on a pu quand même rentrer dans toutes les activités sur place. Fait qu'on est dans un mastermind avec des gens qui ont à peu près le même niveau que nous puis qui sont rentrés en même temps que nous. Puis on a un Slack pour comme demander des questions, s'aider. Et durant la première année, il y a comme un playbook. Fait qu'il y a le Tiny Seed Playbook. À chaque 2 semaines, on a des rencontres. Sont optionnels, on peut venir les record après, mais c'est vraiment pricing, puis ça, j'ai appris, c'était... Ouais. L'école de la vie avec du SaaS, comme juste là, d'aller chercher l'investissement, ça a valu la peine, fait que j'ai vraiment trippé à ce niveau-là. Est-ce qu'ils sont publics sur la quantité d'équité qu'ils prennent? Oui puis non, dans le sens que... Ouais, mais à peu près, c'est comme un 10-12% pour entre comme 170-220 000 US, là, dépendamment. C'est ce qu'ils mettent en public... Puis eux, le retour sur investissement, est-ce qu'il se fait seulement s'il y a un gros événement de liquidité ou il se fait avec un genre de profit split quand tu deviens profitable? Ou... Ouais, il y a un profit split, mais tu sais, quand mettons le founder salary est extrêmement élevé avant que les autres prennent des dividendes. Là. Ah, OK. Fait qu'ils sont très founder-friendly. Ouais, très founder-friendly, puis c'est vraiment pour le exit. Que les autres veulent faire éventuellement, sans que ce soit des unicorns nécessairement. Ils disent peut-être qu'il y en a qui vont le devenir, mais ils ont vu qu'il y avait beaucoup de gens qui, juste par leur profil, comme nous deux avec 3 enfants, qu'on ne pouvait pas aller raise avec du VC money, qu'on voulait pas. Ça a été la même affaire. Et qu'on voulait pas. Ouais, on voulait pas. Je voulais pas cette pression-là. Je veux pas cette. On veut rester mostly bootstrap. Ouais, c'est ça. Lui dit mostly bootstrap, exact. Puis le mastermind qu'il y a dans Tiny Seed, c'est quoi la forme de ça? C'est quoi la récurrence? C'est qui est là-dedans? Au début, la première année, on était là, je pense aux 2 semaines, je me souviens plus, mais aux 2 semaines ou au mois, avec 4 autres compagnies de notre cohorte. OK. Puis ça, on pouvait... Fait qu'à chaque... Là, on est rendu aux 2-3 mois. Là. Ça a un peu pris... ça s'est défait un peu dans le sens que tout le monde a comme... Après la première année, on a comme avancé un peu. Mais c'est ça, c'est tous des founders qui ont un peu le même profil, le même type de business. On a eu du funding de Tiny Seed, puis là, on parle de nos problèmes, nos struggles, puis on évolue avec eux dans le temps. Là. T'as-tu une imputabilité genre à ces gens-là ou à ces groupes-là de dire oui, je m'engage à faire ça, on s'en reparle dans un mois, maintenant? Non. C'est plus une discussion ouverte. Exactement, support, ouais. T'es as-tu déjà vu en personne, ces personnes-là? Non, la première année, il y avait des événements. Il y en a encore des événements en personne. Encore une fois, là, c'est aux États-Unis, 3 enfants, c'est comme le temps qu'on investit là-dedans, il n'était pas aussi important. Puis je pense qu'on a peut-être moins besoin de mentors que d'autres business, en quelque sorte, vu qu'on connaît tellement bien notre ideal customer puis notre marché. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a vraiment des gens qui investissent dans le fond. C'est des gens qui ont des gros succès. Là, dans le fond, on parle de Jason Fried, des Cohen sûrement aussi. On a eu un appel de formation avec le gars de SparkToro. J'oublie. Rand Fishkin. Chris Seco. Ouais, quand même. Là, t'es comme, OK, je m'en vais. Puis tu peux poser tes questions, tu le mets dans le Notion. Puis comme t'assimiles, c'est recorded. Fait il y a ça. Puis on peut même aussi demander des one-on-one calls avec des problèmes spécifiques. J'ai rencontré une couple de fois Rob, one-on-one, hey, j'ai ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait pour le pricing? Rob Walling. Honnêtement, c'est... Ouais. Il est sharp. Vraiment, à ce niveau-là, vraiment, là... moi, écoute, Startups for the Rest of Us, clairement une inspiration. Puis ça m'a éduqué, puis ça m'a accompagné dans certains bouts de Snipcart. Puis encore aujourd'hui, je l'écoute. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis c'est important pour moi qu'on parle de Tiny Seed pour... Ben là, tu dis que, mettons, vous étiez le premier SaaS au Québec à rentrer dans une batch Tiny Seed d'incubation puis de financement. Mais c'est important pour moi que le monde catch qu'il y a des manières de financer qui sont alternatives, que c'est pas tu bootstrap,
tu vends tes biens et meubles sur Facebook Marketplace, tu manges des ramen, ou tu vends ton âme puis le 3/4 de ton équité à genre une succession de VC. Il y a des choses in between qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Puis honnêtement, moi, dans ma vision future de ma propre vie professionnelle, d'être capable de créer quelque chose qui ressemble à ça, ça m'intéresse. Tu sais. Fait qu'il y a une partie très égocentrique, je pense, de mes questions qui est genre, laisse-moi mieux comprendre comment Oli vit cette expérience-là si moi, un jour, j'en design une. Puis, fait qu'on le mettra dans les show notes si le monde veut aller voir. Puis, je trouve ça très cool. Pour moi, comme bootstrapper, ça a quasiment plus de street cred pogner Tiny Seed que pogner YC. Mais ça, c'est très, 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 très personnel à moi. OK, cool. À travers l'accompagnement Tiny Seed, je sais pas si les soft skills, puis être un bon leader, être un bon manager, c'était une chose qui était présente. Mais moi, ma question pour toi, c'est as-tu eu à évoluer beaucoup dans ce côté-là? De manager du monde, tu as fait des embauches, tout ça, ou tu l'avais comme déjà fait dans Sportball? Je veux que tu me parles de ce point-là par rapport à ta carrière. On va parler des faiblesses tantôt? Non, mais c'est... j'ai évolué beaucoup là-dessus. C'est comme dans Sportball, c'est beaucoup des jeunes... des jeunes. J'étais jeune dans le temps quand on a commencé, mais des jeunes de 18 à 22 ans, temps partiel. Tu sais, on a comme... Dans toute la business, il y a une centaine de coachs dans les 3 régions qu'on a maintenant, Ottawa, Québec, Rive-Nord. Puis on a un peu d'admin, tu sais, mais on n'a pas souvent eu plus qu'une personne à temps plein. Donc, c'était un peu... Tu sais, j'ai pas eu énormément d'expérience. J'ai jamais travaillé dans un bureau non plus, fait que j'ai jamais été managé. Tu comprends? Fait que c'est comme... Il y a beaucoup de choses de ce côté-là que je trouve... plus difficile. Puis moi, je suis comme beaucoup un gars 0 to 1. Puis je te parlais tantôt, je me vois vraiment pas comme CEO un jour, comme dans le sens que je me vois plus faire du growth. Ça, c'est mon expertise. J'aime le chaos. Là. J'adore le chaos de startup. Puis là, je le vois dans les CEO avec AI, c'est comme, il faut que je plonge parce qu'il y en a plein qui sont en train de pleurer. Moi, je suis comme, donne-moi-en du chaos, I'll figure it out. J'adore ça. Mais dans une startup, à 3, les 3 founders, tout va bien. Là, on engage des gens. C'est un challenge. Qu'est-ce que tu trouves tough? Parlons-en un peu, man. Ça m'intéresse vraiment. Parce que moi, je l'ai fait, cette transition-là. Ce que je trouve tough un peu, c'est que j'ai tendance à donner beaucoup de lousse puis à pas être clair du tout dans ce que je veux. Vraiment. Comme ça n'a aucun sens. I feel you. Genre, vraiment. Je pense pas que je suis quelqu'un qui est trop difficile si la personne fait des erreurs, mais je veux que la personne, à l'avance, elle se débrouille un peu. Puis je le dis dans les entrevues, je l'explique. Puis je pense que Tori Samuel pourrait probablement... dire oui, il est comme ça. Là, ça, c'est des personnes ouais, c'est des gens qu'on a embauché tout récemment. Customer Success, exactement. C'est très cool, ça. Ouais. Fait que, mais en même temps, ce que j'ai remarqué avec Sportball, parce qu'on a fait des grosses erreurs d'embauche à Sportball, comme très grosses, là, qui nous ont coûté vraiment cher, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu donnes beaucoup de lousse puis tu es moins présent, il y en a une gang qui vont se pendre avec la corde, puis les autres, ça va devenir des all-stars, genre, oh my, j'ai pas besoin de m'en occuper, ils ont pas besoin d'être... Puis moi, j'aime pas être micromanaged, fait que j'ai comme un peu cette... Fait que je suis un peu trop... Je donne peut-être un peu trop de liberté. Les gens qui aiment ça, ils trippent, puis ça leur donne vraiment... Ils touchent à tout. Fait que c'est un peu cet aspect-là, puis là, on est encore petit, tu sais, fait correct. Mais moi, c'est dans le futur de me voir manager des gens, je pense que ça va être un peu un challenge de mon côté. Là. As-tu de la misère à dire des noms francs à du monde? À refuser des choses, clairement? Je pense pas. As-tu de la misère à donner du feedback constructif? Ouais. Ouais, moi tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai plus de difficulté que parce que moi, je suis sensible. Ouais. Moi, pour moi, là, je parle pour moi, pas pour toi. Là. Mais tu sais, moi, me faire donner un feedback constructif quand même tough, probablement que c'est plus tough pour moi que la moyenne des gens. Fait que quand moi, j'ai à en donner... c'est comme si je me mettais dans ces souliers de la personne-là en me disant « Ouh, moi, je voudrais me faire enrober, tu sais, puis me faire accompagner. » Je me rappelle, j'ai eu des employés à un moment donné qui me disaient « Là, Frank, just fucking say it. Là, genre, dis-moi c'est quoi qui va... » Fait que, Puis je trouve ça hot que t'ailles l'humilité, puis même la connaissance de toi, de dire « Moi, j'ai pas envie d'être CEO pour telle raison. Voici une tranche d'entrepreneuriat dans laquelle j'excelle, puis que c'est quoi le mot? Je m'accomplis, disons. Je m'accomplis, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est comme par défaut, OK, ben je suis co-founder, si je suis pas technique ou si j'ai pas envie je vais être le CEO. T'sais. C'est comme, je trouve que d'avoir une intentionnalité là-dessus déjà, ça témoigne d'une certaine sagesse, puis probablement qu'elle vient aussi de ce que tu as vécu avec l'autre entreprise. T'sais. Oui, puis elle vient aussi de
je vois les forces de Martin, puis je suis comme, maudit, qui serait mon CEO. Je sais pas si ça va être, on verra, mais comme, c'est vraiment un entrepreneur exceptionnel, mais dans ce rôle-là, moi, je le vois manager des gens. Il en a managé beaucoup, il a managé des grosses équipes. Il a tellement... Tu vois quelqu'un qui était comme, genre, oui, s'il vous plaît, mais toi, en plus... Fait que, est-ce que je pourrais le devenir? Peut-être, mais est-ce que c'est quelque chose que j'excelle? Je pense pas. Puis je pense que je peux amener beaucoup plus de valeur dans le marketing, le growth, le contenu, tout ça. Puis c'est pour ça que je pense qu'éventuellement, je vais vouloir d'autres marchés. Garder le 0 to 1 à l'intérieur d'Activity Messenger. On en parle des fois, on les voit. Je suis comme, OK, ça, une fois à un moment donné, je vais faire le tour du sport et loisirs. Dans mon rôle, je pense que je vais vouloir aller faire le growth dans un autre marché. Cool, ça. Puis je trouve aussi que ça évite une des erreurs que certaines startups font en début de lancement, tout ça, qui est de donner des titres de suite C à tout le monde. Puis même pas catcher si la personnalité va fitter vraiment avec ces titres-là, puis scaler. Puis nous, longtemps, on avait dit que c'était Charles chez Snipcart, le CEO, puis à la fin, on le trollait, puis on disait que CEO, c'était Charles-Émile Ouellette. On y avait inventé un nouveau nom. Puis au final, Charles, c'est un excellent product manager, c'est un excellent dev manager, c'est un excellent dev, mais c'était pas un CEO, tu comprends, genre? Fait que de pas nécessairement aller mettre le stamp rapidement comme ça, puis d'être ouvert dans ton discours, moi, je trouve que le monde devrait comme apprendre de ça. Même, tu sais, on en a parlé, tu sais, j'ai dit à Michael Martin, je me vois pas dans ce rôle-là. Vous avez une discussion franche? Ben oui, c'est moi qui l'ai un peu amené à un moment donné. Je suis comme, tu sais, on le sait pas, tu sais, ça va où. Moi tu sais, comme je dis, mon vote, je pense qu'ils savent, puis je le vois, mais moi, je dis, regarde, tu sais, j'ai peut-être les skills pour le faire, mais c'est pas quelque chose que je vais aimer, puis que je vais être vraiment dans mon zone of genius, si on veut l'appeler. Fait que là, en ce moment, tu splits ton temps grossièrement dans la croissance entre vente, marketing, inbound. C'est pas mal ça, ton day-to-day? Ouais, fait que depuis quand on a engagé Tori et Samuel au succès client, j'ai un peu un Q4 à les former, à les aider. Okay. Mais maintenant, ils font partie de mon processus de vente parce qu'ils ont un background excellent pour le sport et loisirs. Fait que quand je finis un appel de vente, OK, we're moving forward, je dis, hey, tu vas travailler avec Tori, tac, j'y explique. Puis des fois, ça arrive souvent qu'ils sont mieux qualifiés que moi. Ça, c'est extraordinaire. Ben des fois, il y a des clients qui arrivent que je connais moins parce que Sportball fonctionne d'une manière, puis il y a des variétés dans le sport et loisirs. Moi, j'ai pas d'emplacement. T'as pas de salon de danse. Oui, exactement. Puis, mais ça fait en sorte que maintenant, puis c'est ce qu'on espérait quand on les a engagés, je fais la vente, puis c'est quasiment du ciao-bye. Puis je sais c'est bon pour toi. Ah non, mais t'as vu mes épaules comme. Mais ma tête, là, je te dis, mon Q4, là, c'était support, c'était formé, c'était onboarding, c'était vente, c'était. J'ai senti une légèreté qui est arrivée. Puis je pense que beaucoup les business ont ces phases-là. Tu as des rôles qui ont ces phases-là. Ouais. Je savais que c'était, encore une fois, une saison, une période de la vie, que. OK, c'est correct, on va trouver les bonnes personnes. Mais là que je suis rendu dans le growth puis le marketing, j'ai du fun comme j'ai rarement vu depuis qu'on a commencé. Là. C'est cool, man. C'est à propos de ça aussi. Moi, je dis tout le temps, genre, si on n'a pas de fun, un de mes principes, c'est si on n'a pas de fun, il y a quoi qui marche pas. Absolument. Où c'est que je m'en vais avec mes skis à partir du site? J'ai comme une couple de directions qui m'intéressent. On a parlé de ton côté manager, du côté donner du feedback, tout ça. OK, fait que 2 questions. T'es-tu entouré d'autres leaders ou managers en SaaS ou d'entrepreneurs, disons, autour de toi? Puis, qu'est-ce qui est la chose la plus difficile à propos de travailler avec toi? Fait que commence par elle que tu veux. Ouais, je te dirais que j'ai pas un gros network. OK. Peut-être pas par choix, mais t'as des jeunes enfants, j'habite en campagne, je passe énormément de temps avec la famille, je priorise un peu la business, le day-to-day. Ouais. Je pense que notre network est à l'interne. Fait que les 3 co-founders, on a la chance d'être proches. C'est comme moi puis Michael. Moi puis Michael, on vit à 20 minutes de un de l'autre. Puis entre nous deux, Martin, il y a un chalet. Fait que quand il vient au chalet, là, l'hiver, c'est un peu plus compliqué, mais il y a un feu, on va prendre une coupe de bière une fois que les enfants sont couchés. Fait que ça met une belle proximité, puis on s'entend extrêmement bien. Je dirais que le Slack de Tiny Seed, c'est le fun aussi. C'est Advice Needed. Il y a plein de channels SEO que je peux aller comme poser des questions, juste absorber du knowledge de gens qui sont un peu dans ma situation. C'est une ressource on demand. Exact. Un petit peu. Oui, exact. Une ressource on demand, cool. Mais même plus que ça, c'est que quand quelqu'un va poser une question que j'ai peut-être pas encore envisagée, je peux aller lire, comprendre la discussion. Ouais, c'est méga qualifié comme interaction, disons, ou les gens qui sont là-dedans. Toutes des founders ou des gens qui sont passés là-dedans avant. Fait que c'est... Êtes-vous tous papa, les co-founders?
Active Messenger, oui. D'Activity Messenger, ouais. Ouais, pas Tiny Seed. Au début, je suis en train check, j'ai la liste. 150 compagnies. Pas sûr. Fait que vous êtes tous papa. Vous êtes tous aussi pas des 22 ans qui commencent, right? Des gars de 22 ans qui commencent. Vous avez soit fait d'autres entreprises, buildé des trucs. Fait que j'imagine qu'il y a une partie du besoin d'avoir ce réseau-là puis ce support-là qui est peut-être moins forte ou que pendant Activity Messenger. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'on a plus de connaissances, donc ça nous permet. On connaît très bien le marché, puis des fois, je me dirais, est-ce que ça serait peut-être une distraction? Ouais, mettons de faire des events, aller dans des events comme ça se passe à journée longue, à chaque semaine. Exactement. Ou avoir un mentor nécessairement qui connaît peut-être pas mon industrie. Ça pourrait peut-être me donner du temps, mais. C'est intéressant, l'autre. Je pense qu'éventuellement, oui. Puis c'est une des raisons que je t'avais parlé puis qu'on avait bien connecté, c'est que j'ai adoré nos échanges. J'étais comme, hey, j'aurais besoin de quelqu'un qui peut me donner du feedback, qui est passé dans mes souliers un peu avant. Mais d'un autre côté, j'aime le focus qu'on a. On est très, très focus, puis on avance avec ce qu'on a, puis je pense qu'on a assez pour prendre des bonnes décisions. Puis d'autres, je t'écoute parler, puis ça me rappelle, tu sais, quand on a commencé à se parler, puis je vous ai aidé un peu, puis là, éventuellement, c'est Grip qui vous aide un peu, puis tout ça. T'étais très spécifique sur ce dont tu avais besoin de moi, puis à quelle quantité tu avais besoin de temps de moi. Tu sais, t'étais pas... C'était comme, regarde, je vais aller prendre ce que j'ai besoin, man, puis après ça, je suis dans mes shit, faut que ça grow, tu sais, je suis dans la croissance, tout ça. Fait que ça... Puis l'autre chose à laquelle je pense, c'est vraiment Missive. Parce que Missive, ils ont, pendant plusieurs... Là, je pense qu'ils s'ouvrent beaucoup plus sur le monde, ils engagent plus... Ils bougent, ils vont un peu dans quelques events. Je pense un de mes plus gros accomplissements, c'est d'avoir fait sortir les gars de Missive de leur cave à produits, puis qu'ils sont venus dans des events, ça se passe. Mais ils ont été hyper focused sur le produit, leur client, puis ils ont itéré, puis ils ont shippé une plateforme de malade dans la tête, tu comprends? Fait qu'il y avait moins de ces distractions-là aussi. Puis je pense que ça a des avantages puis des désavantages, mais clairement que ça a le focus dont tu parles, c'est powerful. Ouais. Puis c'est facile d'être distrait. C'est facile d'être distrait par un podcast comme le mien, c'est facile d'être distrait par un event, facile d'être distrait par une nouvelle d'un compétiteur ou de quelqu'un de similaire qui raise du cash. C'est facile d'être en mode je me compare, je suis pas assez bon ou hey, je connais pas ça, hey, je suis curieux, je vais aller voir ça. Est-ce que c'est tough être focus? Ouais, absolument. Fait que moi, c'est ça que je respecte beaucoup de Missive, mais aussi de toi puis de comment tu décides de développer Activity Messenger. Puis ça vient beaucoup aussi de Martin, tu sais. OK, il est de même aussi. Oui, énormément. Même lui, il regarde pas les compétiteurs, il sait pas ce qui se passe. C'est plus moi et Michael qui vont un peu l'informer sur certaines choses. Lui, il dit basic principles, puis on suit comme ça les demandes de clients. On règle un problème après l'autre, après l'autre. C'est vraiment le focus, il est extrêmement fort. Fait que j'ai appris beaucoup de ça parce que j'ai tendance, moi, à être un peu partout, essayer des outils, tout ça. T'es à l'aise dans le chaos. Je suis à l'aise dans le chaos, exactement. Fait que pour moi, c'est comme ce focus-là, je l'aime, tu sais. Ouais. C'est une belle complémentarité, ça, genre plus philosophique de vous deux aussi, je trouve. OK, puis côté... l'autre question que j'avais comme parqué, c'était qu'est-ce qui est le plus dur de travailler avec toi? T'as-tu l'impression qu'on y a déjà répondu un peu? Un peu, mais oui, je te dirais, c'est... Tu sais, souvent les entrevues disent c'est quoi la question, tu dis je suis trop perfectionniste. Moi, je suis pas assez perfectionniste. Moi je suis comme toi. Mais c'est ça, exact. Fait que, si j'arrive dans une entrevue, je dirais je suis pas assez perfectionniste. Le contraire de comme ce que 95% des gens personne nous engagerait. Non, exact. C'est ça. De là, je pense l'entrepreneuriat puis être bien dans le chaos, mais c'est vraiment niaiseux puis c'est ça. Mais sais-tu ce que ça fait aussi, ça? Ça fait que des crises de blog post, j'en ai écrit 500, man. Exact. Puis je suis devenu vraiment meilleur. Ça fait un an le podcast, je suis à 86, je sais plus, on était rendu à combien. Ça fait que Chris, tu ships, t'es sur le market, t'apprends, tu bouges, tu fais bouger des affaires. Mais ça fait aussi que quand t'as du monde plus perfectionniste avec toi, des fois, Alexandre Bergeron, qui est mon collègue, des fois, tu sais, il va checker le background d'un studio ou genre comment j'ai fait une petite affaire pis tout, pis il est comme man, ça d'autres sur Instagram quand on fait un asset ou sur LinkedIn, ça devrait être un peu plus. Puis je suis comme mais moi non, man, genre je suis lâche, j'ai pas ce temps-là, je veux que ça crunch, mais il faut que tu aies une force qui te canalise pis qui te perfectionnise un petit peu, whatever. C'est calissement intéressant ça. Fait que tomber dans la faiblesse un peu, c'est que là j'engage des gens, des employés, puis je suis comme hey, c'est une start-up chaotique. C'est chaotique, une start-up. On fait 1 million de choses. En plus, on n'est pas ciblé sur un problème. On est ciblé sur 12 problèmes. Ouais, c'est ça. Et je suis chaotique comme personne. So, good luck. Non, mais... non, mais t'es upfront. Upfront, absolument. Ouais. Puis c'est important. Ouais. Mais quand tu trouves les personnes qui aiment ce chaos-là, qui sont bien là-dedans, ou qui
le comprennent. Puis, tu sais, on a comme deux types dans les gens qu'on a engagés. Un qui aime plus le chaos et un qui l'aime moins. Mais la personne qui l'aime moins nous aide à standardiser. C'est ordre et chaos. Exactement. Mais il faut être capable d'être upfront avec ça. Puis dire, hey, je vais être vraiment pas clair. Je vais répondre à moitié. Je vais te laisser ben trop de cordes. Tu vas te planter. C'est pas grave, je vais être là. Mais je dis toujours, si jamais tu veux me parler, n'importe quand. On va en parler. La porte est vraiment ouverte. Là. Je suis pas en train de tout te déléguer. Là. Je veux que tu saches que si t'es pas à l'aise avec quelque chose, tu bookes du temps. Puis I'll make it a priority. Okay. S'ils sont ma priorité, mais j'ai laissé aller pas mal. OK. Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens, doute. Mais c'est juste, je souris parce que ça me rappelle plein de choses. Par rapport à moi, par rapport à d'autres mondes. Puis non, je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'être upfront. Je pense que t'as des entrepreneurs là, souvent qui vont faire un genre de Notion ou un PDF de How to work with me. Là. Puis si t'en avais un, probablement que c'est le genre de choses que tu mettrais dedans. J'ai le goût qu'on parle de pricing puis de marketing. Ouais. Fait que là, tu nous as expliqué qu'Activity Messenger pour le sport et loisirs, ça répond à un paquet de besoins différents. C'est pas juste un problème méga, genre tiny ou mince. C'est plusieurs choses. Comment tu prices ça? Parce que d'un point de vue, je me dis, ah ben là, ça remplace, mettons, 6 tools. Parfait, je vais faire tool A plus B, ça fait, mettons, 500, moins 20%, plaque, pif pouf, right? C'est très grossier, là. Comment tu as réfléchi au pricing, comment tu y penses en ce moment? C'est vraiment intéressant pour moi, mettons ça. C'est encore le chaos. Ouais. Parce que les gens viennent pas pour les mêmes outils. Les gens viennent pas pour la même grandeur. Fait que perception de valeur. Perception de valeur. Fait que là, j'ai quelqu'un qui dit, OK, je veux ces 4 outils-là, mais j'ai juste 200 membres. J'ai l'autre qui dit, hey, je veux remplacer MailChimp, j'ai 25 000 abonnés. Right? Ouais. Là, t'es OK, mais je veux rien de tes autres outils. Fait que, wow, là, tu sais, comment on fait ça? Fait que c'est un peu complexe à ce niveau-là. Moi, j'aime ça me pricer un peu en dessous de certains outils, puis voir un peu avec le volume pour comme leur donner. S'ils viennent pour MailChimp, on sait que. Fait on a des balises où que tu peux prendre certains outils, si tu tombes dans le Lite, Premium, Pro. Puis après ça, on a d'autres balises. OK, combien de gens tu vas venir importer dans ta liste? Ta liste, c'est parce qu'il faut que je donne de la valeur aussi. Quelqu'un qui vient de MailChimp qui a 2000 abonnés, 20 000 abonnés, il va te dire, mais non, tu peux pas me le faire à 50$ par mois, ça fait pas de sens, je suis en train de payer 250. Fait qu'il faut que je regarde de gager. OK, fait que ça se grade par fonctionnalité, quantité de fonctionnalités disponibles, puis aussi volume d'utilisation, un petit peu comme ça. OK. C'est bon. Puis tu joues-tu avec souvent? Pas assez. On les a quand même augmentés, assez. T'as-tu grand-périsé le monde quand tu les as augmentés? Ouais, mais on a fait une petite augmentation. On les garde un peu en bas du prix. Fait que, on augmente les gens parce que c'était pas assez cher au début, là, vraiment. Puis, j'ai fait un mini price increase, là, peut-être un 15-20%. Puis, j'ai pas eu un feedback. J'aurais dû augmenter plus. Mais non, mais tu l'as fait au moins. T'es pas resté 8 ans sur ton pricing à rien faire. Puis, on l'a augmenté pour nos nouveaux clients. Ça, c'est certain qu'il y a eu une augmentation. C'est bon. Parce que le produit est rendu là. C'est sûr que ce qui est touchy aussi, c'est que la personne qui vient. Je te donne l'organisme de sport et loisirs, puis ça va expliquer un peu le pricing. Elle vient, puis elle dit, hey, je veux faire des surveys, puis email marketing, puis ils rentrent sur le Lite à 69 par mois. T'sais. OK. Je prends un appel avec eux. C'est par site ou c'est une organisation, ça? C'est une organisation. Une organisation, okay, exact. Peu importe le nombre de users. Exact, ouais. Peu importe le nombre de users. Okay, c'est vraiment. Bon. Mais non, c'est pas vrai. Je dis ça. C'est un cap. Ouais, je le connais même pas, tu sais. Il faut que je le regarde quand je parle à un client. Je pose des questions pour les mettre à la bonne place, mais admettons un petit organisme, mais ils ont déjà une plateforme d'inscription, puis eux autres veulent juste les add-ons. Okay? Ouais. Mais il faut que je garde la porte d'entrée quand même attractive en quelque sorte, parce que ce petit client-là, éventuellement, il va changer sa tête de plateforme, puis là, on va chercher un pourcentage de sa transaction. Fait que le client qui a peut-être, admettons un petit client à 400 000 de revenus par année, il tombe à 69 $ par mois, mais là, moi, je vais chercher un pourcentage de ses ventes parce que j'optimise le tout. Attends. Ces ventes, ce sont des inscriptions en ligne payées? Exactement. OK, c'est bon. Avec notre plateforme. S'ils le prennent ailleurs, on a juste... Dès que tu fais de la transaction... Ça passe par Stripe, genre exactement. ça? Okay. C'est Stripe, puis nous, on prend un cut là-dessus parce qu'on optimise le tout. Fait faut pas que j'augmente trop mes prix parce que, en quelque sorte, je veux que ça soit une porte d'entrée qui a beaucoup, attractive. Ouais. Ils sont super faciles à onboarder. Ils prennent un feature ou deux, là, ils le font, puis ils nous reparlent pas. Là. C'est vraiment du easy. Puis avec le temps, ils vont chavirer, puis là, ça devient un pas mal plus gros client, même si à la base, il était petit. OK. C'est vraiment tricky, mais c'est vraiment hot. OK. Puis est-ce que, mettons, vous avez un formalisme, les co-founders, les décideurs de chaque 3 mois, on révise? Ou genre, comment c'est géré ce sujet-là de pricing? Ou c'est un moment donné, il y en a un qui pète une note qui dit hey, là, on s'assure qu'on reparle du pricing. Genre, c'est moi qui s'en occupe. OK. En quelque sorte. C'est sûr que j'ai des discussions, je le own. Fait que c'est
comme je disais tantôt, c'est le chaos. Là. On était supposé avoir un price increase avec nos anciens en octobre. Il s'est fait en février. Puis à chaque mois, j'étais comme, guys, on va le faire. J'ai ma stratégie, je sais ce que je vais écrire. Puis tout. Puis, fait que, tu sais, eux autres aussi acceptent un peu que je sois un peu all over the place. Mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. Je trouvais pas que c'était le bon temps. Fait il y avait une intuition du pourquoi. Fait qu'on le révise. Là, on a de plus en plus des gros clients, je te dirais, qui sont plus du mode enterprise. Fait que ça, c'est un peu plus touché. On essaie de se placer. On a de la misère à voir nos compétiteurs. Comme quand on compétitionne dans ce monde-là. Fait qu'il y a tout cet aspect-là qui est tricky. Pour les plus petits, on a quand même un peu une idée. J'ai l'impression qu'on devrait augmenter nos prix. T'sais, ça, c'est mon impression. C'est souvent ça. Trop difficile. Ouais, ça devrait être augmenté prochainement, mais je veux garder la porte d'entrée. C'est ça que je trouve tricky. Ouais. T'avais-tu écouté le podcast avec Jean-Gabriel Crevier du Chiffre? Oui, absolument. Ouais. C'est super intéressant si le monde veut aller l'écouter pour avoir un certain hot takes sur les prix de SaaS. Qui disait, augmente-le. Ouais. Mais il met des belles nuances, je pense. Puis pour les enterprises, là, une des affaires sur lesquelles j'ai flashé en parlant à différentes personnes dans les dernières années aussi, c'est que genre, eux, des fois, ils ont un budget corpo, genre, à allouer à des logiciels, par exemple. Puis comme, ils ont une perception de valeur que, par le passé, on a payé 50 000 par année pour ça. Nos compétiteurs payent 60 ou 40 000 pour les leurs. C'est ça un peu notre price range. Puis ils associent l'efficacité d'un logiciel à un price range qui ressemble à ça. Fait que toi, si t'arrives et tu dis ça coûte 5 000, ça se peut qu'ils fassent... C'est sûr que c'est de la merde, c'est pas pour nous. Genre, c'est pas genre assez. Alors que fonctionnellement, probablement que ça fait la job A++. Fait que ça, dans ma tête, j'ai juste, genre, la seule tactique que j'aurais on the spot, si tu me disais price mon SaaS pour l'enterprise, Frank, je dirais parfait, je le mets fucking cher, je me pète la gueule, j'ai pas le deal, je descends tranquillement. Ou l'inverse, je le mets pas cher, j'ai le deal, je monte tranquillement, dépendamment de mes besoins cash flow, mettons, genre. Martin, il avait parlé à un ami de lui qui était à un ami en vente dans le monde du SaaS. Puis, OK, ça c'est bon. Il jasait un peu, puis la personne disait, demandeur un budget. Il dit, tu vas être surpris du nombre de personnes qui vont te dire quelque chose. Juste straight up. Straight up. C'est quoi le budget pour une implantation que vous avez en ce moment? Combien vous payez en ce moment pour ça? Il y en a qui, je sais pas, tout. Mais tu leur montres point blank. Bon conseil, man. Ouais, c'est quoi le coup que t'as à perdre? Hey, je l'ai fait une couple de fois. En fait, récemment, on est en train de négocier avec un plus gros client, puis tout. Puis, hey, Colin, on va chercher une réponse. Puis là, on peut regarder un peu la réponse puis dire, OK, comment on fait? Puis c'est sûr que ça l'aide beaucoup à se pricer. Puis tu as raison dans la perception parce que l'autre chose qu'il faut qu'on réfléchisse, nous autres aussi, c'est qu'on dit, hey, mon enterprise, souvent, il y a un certain niveau de customization, mais ça remplace, mettons, toute une plateforme pour la réservation de terrain de tennis, une fédération, toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses deep, mais je leur dis aussi, hey, ton MailChimp, ton SurveyMonkey, tout ça. Fait que là, eux autres, faut pas que j'ai distrait trop avec les add-ons, mais eux autres sont super contents. Ils disent, hey, j'ai tout à une place. Mais là, je suis supposé être plus cher. Ouais, exact. Fait que là, récemment, puis moi, le pricing, c'est quelque chose que j'apprends. J'ai un peu de la misère, mais là, ça fait une couple de fois qu'on se fait dire qu'on est le bid le plus cher. Puis je suis comme, yes, on est un premium product, tu fais ça, puis j'ai aucune hésitation à l'expliquer. Puis j'ai comme, nos affaires vont bien, là, la croissance va bien, fait que j'ai comme... tu le veux pas, all good, on passe au prochain. J'ai vraiment se laisser aller là dans ma vente, je le sens dans mon énergie. Fait que je pense que le client le sent aussi. Puis regarde, souvent ils nous disent, vous êtes les plus chers, mais vous êtes aussi la meilleure présentation. Ouais. On s'est fait dire ça souvent. C'est malade parce que c'est un shift psychologique pour toi de l'autre chose plus B2B avec des entreprises PME plus petites et tout ça, que t'es pas de même. T'es plus en mode check. Je veux juste qu'ils mettent le pied dans le pas parce que le produit va s'upseller ou je vais les aider à s'upseller. Alors qu'avec les autres, t'es comme, ben regarde, moi, man, genre, ça marche bien de l'autre bord, fait que c'est it is what it is. Tu rentres au complet ou tu rentres pas. C'est vraiment hâte d'avoir ces deux. Mais c'est des conversations complètement différentes. Ouais. Puis c'est peut-être personnel ou peut-être tu veux pas en parler, mais ça te fait-tu chier ou tu trouves ça plus tough faire des deals enterprise, genre? Moi, j'ai de la misère un petit peu. Genre, je m'y ai fait, là, mais genre, tu sais, souvent, me faire passer de personne en personne, avoir à remplir un paquet de formulaires, C'est encore drôle. Les deals enterprise qu'on a en ce moment, c'est encore des plus petites. C'est des fédérations sportives. C'est pas Microsoft, là, maintenant. Ouais, exactement. On n'est pas rendu là. T'sais, nous, on l'appelle enterprise. Il y a beaucoup de gens qui... Ouais, pour nous, c'est ça. C'est bon, je te file. Et l'autre chose qui est super intéressante dans nos deals enterprise, c'est que c'est des fédérations sportives. Puis ces fédérations sportives-là, tous les clubs vont interagir avec Activity Messenger. Fait que là, mettons, Gymnastique Québec, c'est un de nos clients. Oh, Chris. Et j'ai 100 clients potentiels dans le pipeline qui interagissent avec ma plateforme d'une façon ou d'une autre. Puis même, pour te raconter rapidement notre deuxième embauche après Tory, j'étais allé faire une présentation à leur congrès annuel. À la Fédération de gymnastique Québec, tu sais. Ils disaient, tu vas pouvoir présenter devant tous les clubs, tu sais.
Fait que j'arrive là, j'avais 15 minutes au tout début du congrès. Puis à la joke, les filles de Gymnastique Québec sont il va falloir que tu engages du monde après ça, tu sais. Puis j'étais ouais. Je suis sorti de là, à la fin de la présentation, j'avais un code QR, tu sais, ça. Tout le monde sort son téléphone. Gros silence dans la salle. Comme, tu sais, je disais, j'ai fini, si vous voulez de l'information, tout le monde fait juste remplir le formulaire pour la demande. Là, puis j'étais là, je suis comme, OK. Puis là, je suis sorti, plein de monde sont venus parler. Je pars. Une veine. Ouais. Je pars, j'appelle Martin, je suis comme, faut qu'on engage quelqu'un au Québec. je te dis, non, il dit, regarde, ça va venir, c'est des plus gros clients. Et comme de fait, on a engagé quelqu'un. Samuel, en ce moment, est en train d'onboarder beaucoup d'équipes de gymnastique au Québec. Fait que ça a été vraiment, je l'ai filé tout de suite. Là. J'ai été 10x surpris, comme. Puis il me l'avait dit en plus. C'est un beau signal, ouais, vraiment. Très hot. Puis encore une fois, ce qui est allé toucher la veine sensible, c'est que j'étais un opérateur. J'ai mis une couple de blagues dans la présentation, mais c'était comme, hey, j'avais... He's one of us. Ouais, j'avais 8 mains, puis j'avais juste tous ces outils-là, puis voici ça. Puis, fait que ça l'a vraiment... Je pense que les gens ils ont compris beaucoup les pain points. Fait que j'ai hâte d'aller les toucher avec le storytelling, puis avec mon expérience d'opérateur. Puis je pense que c'est ça qui a fait un peu la différence. Là, ça m'a comme... Oh, comment je fais mes ventes maintenant? Tu sais, ça a été... Il y a un déclic qui s'est fait à ce moment-là. Je fais, wow, OK. Quelle approche je peux prendre maintenant pour encore plus expliquer l'histoire? Là. C'est ça, parce que c'est intéressant d'aller faire un test un petit peu de messaging ou de pitch dans une saturation, une zone très concentrée de clients. Right? C'est tous tes clients potentiels en face de toi, tu as leur attention pendant 15 minutes. Fait que tu sais, le feedback que tu peux avoir, c'est intéressant. OK. Puis, fait que là, on a parlé un peu de comment tu prices. Puis on mettra, si le monde veut aller voir le pricing, on le mettra dans les show notes. Comment tu vas aller chercher les clients en ce moment? Tu sais, ça, mettons, c'est un exemple, mais je pense pas que les events... C'est-tu un canal d'acquisition repeat, genre? Oui, ça l'est. Des fois, on fait des events sur Zoom avec des clients d'ex, des fédérations, on va leur montrer comment utiliser le produit. Puis les fédérations nous aiment assez pour dire, hey, viens le présenter à nos clients. On aimerait ça que nos clubs l'utilisent parce que c'est un beau produit. Fait que, tu sais, ils nous chargent pas, ils veulent c'est une plus-value, tu sais. Ils sont vraiment contents. Fait que ça, c'est un channel. Je te dirais en ce moment, nos ventes, approximativement, je te dirais que c'est comme 60% SEO YouTube. On pourra parler un peu de ça. Un 25-30% en référence, quelqu'un qui a entendu parler de nous, présentation, peu importe. Après ça, il y a comme un 10-15 qui vient de Capterra. On fait un peu de ads à chaque mois sur Capterra. Intéressant. Puis la logique de ça, c'est que la majorité des gens de Capterra viennent des États-Unis. Puis on veut percer un peu plus aux États-Unis. On a des clients américains, mais on est beaucoup au Canada puis au Québec. Mais j'ai fait beaucoup d'SEO pour, tu sais, je te disais, donner au Québec. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se fait mieux comme ça. Fait qu'on développe beaucoup au Québec puis au Canada pour finir le produit. Mais c'est sûr qu'on veut un play aux États-Unis. Puis je pense que le SEO puis Capterra, ça va être vraiment des manières d'aller chercher plus d'emprise dans ce marché-là. Le geek marketing en moi, il va falloir qu'il se calme, là, parce que j'ai le goût de parler de ça pendant 1 heure. Mais mettons, des ads sur Capterra, est-ce que c'est dispendieux? C'est très ciblé. Là, en ce moment, je mets à peu près 400 US par mois. C'est pour des coûts par mille ou c'est pour des leads, des clics, mettons? Des clics. OK. Puis, est-ce que tu peux cibler, justement, d'autres outils qui sont un petit peu all-in-one comme toi? Ben, c'est plus des... mettons, je suis dans Class Management for Camps. Dans Capterra, il y a une catégorie. Fait que tu vas être dans les plus hauts quand les gens cliquent. Tu payes. Fait que je vais dans les catégories que je sais qu'on a plus de chances pour aller chercher des clients. Parce que t'as déjà de la data de l'autre bord pour le backer. Exact. Ouais. Et ce qui est le fun à Capterra à date, on n'a pas comme pesé sur le gaz, mais c'est un des leviers éventuellement qu'on va vouloir, c'est que je réalise quand j'arrive sur une démo dans Capterra, mon taux de closing est énorme. Parce que ils sont en train de comparer des produits. Ils sont bas dans le funnel. Ils sont bas dans le funnel. Ils ont pris la décision. Souvent, ils disent, hey, j'ai comparé certains produits, puis je suis prêt à faire une décision. Le seul hic, c'est que des fois, j'ai des gens qui disaient j'ai comparé 15 produits. Puis si on gagne, c'est des clients qui sont plus difficiles. J'ai remarqué. Quelqu'un qui va over. Mais quelqu'un qui dit j'étais entre 2 ou 3, j'ai regardé ça, tu sais. Fait que j'ai remarqué ça aussi, que des fois, ça nous amène une certaine plus difficulté. Pas tout le temps, mais ça peut arriver que c'est des clients un peu plus demandants. Mais le fait qu'ils soient en train de comparer, moi, je connais un peu les fonctionnalités qu'on a de plus. Puis là, je suis capable de les vendre sur une coupe d'affaires de plus. Oh, ils font ça aussi. Puis ça nous aide à closer. Là. Très cool. Pourquoi Capterra versus G2 versus je sais plus quoi d'autre? C'est tout le même owner? Ah ouais? Je crois. Je pense qu'il y a Trust Regis, je suis même pas certain. Okay. On creusera là-dessus. Ouais, exact. Aucun stress. Fait que les autres canaux que tu fais sont super intéressants. Est-ce que tu as parlé de SEO, de content marketing? Ton content marketing, tu le fais via des landing pages, il y a des articles de blog, mais tu le fais aussi via des vidéos YouTube, c'est ça? Super.
est-ce que, ça c'est très inbound, tu as parlé des événements aussi, est-ce que vous faites de la vente pure et dure aussi? On a fait des tests. J'en ai fait du cold outreach. On a engagé des gens de vente qu'on a essayé. OK. Ça a plus ou moins fonctionné. Intéressant. On a cherché des clients comme ça quand même, plus quand moi je le faisais. On a essayé une couple de personnes. Il y a un gars que ça a bien fonctionné. On l'a pas mis dans la bonne industrie. En tout cas, ça amenait des clients, mais il fallait leur tordre leurs bras. Une fois qu'il était là, il y avait un plus gros churn que quelqu'un qui nous trouvait de façon organique. Fait que, tu sais, je me disais, mais là, je suis en train de perdre du temps avec des clients qui vont peut-être churn, ils payent pas super cher, comparé à peut-être faire du inbound. Fait que là, je me suis dit, OK, j'aimerais faire du inbound, mais en même temps, je suis tout seul au marketing, je suis tout seul aux ventes. Faut que ça rentre, là, tu sais. Fait que comment tu fais pour que Olivier Rousseau, qui est un peu un one-man marketing army, génère des résultats intéressants malgré ton temps limité? Là, tu l'as dit, tu travailles plus 100 heures par semaine comme quand tu es flow. Là. Je te dirais que AI a changé la donne. L'intelligence artificielle? Absolument. OK, tell me more. J'ai testé, tu sais, rapidement, il y a eu la gros hype de AI. Ouais. J'ai testé ChatGPT, j'avais même payé pour Jasper faire des articles. C'est de la merde. Ah ouais? OK. T'as pas eu une bonne expérience, mais toi? Mais dès le début, ça marchait pas, tu sais. OK. Encore, je trouve que c'est pas excellent. Par contre... Jasper? Jasper, même ChatGPT. Si je dis à ChatGPT, écris-moi un article sur l'inscription en ligne, très, très moyen. Ouais. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je fais la vidéo. Fait que là, je suis passé de... On faisait pas de vidéos sur YouTube. Là, je fais des vidéos sur... Je vais donner un exemple. How to send bulk SMS for camps. Comment envoyer des textos de masse pour un camp de jour. Ouais, OK. Deux choses qui arrivent. C'est du long tail. Fait que je peux rank mon article extrêmement rapidement. Je rank du jour au lendemain sur YouTube, puis j'ai la vidéo. Mais la vidéo, c'est la base de tout. Pour nous. Est-ce que tu écris l'article, puis ensuite tu enregistres ton vidéo, ou tu fais... c'est la vidéo. Toute part de la vidéo. Okay, c'est une bonne question. Ouais, c'est bon. Pour la source. Là. La source, c'est la vidéo. Okay. C'est moi qui explique le feature dans Activity Messenger. Okay? Puis tu mets-tu beaucoup d'enrobage de genre les camps, c'est comme ça, c'est cool, les camps, tu stuffes de keywords, puis je vous comprends. Vraiment. Tu rentres direct. Je rentre direct comme je l'expliquerais à un client. Puis je fais pas plein de takes. Là. Mes vidéos sont pas de hyper belle qualité. Dans le sens que c'est moi qui parle, puis ici, puis trop de clics. Regarde, on ship. Tu sais, un peu tenté de... Ouais, ben oui, man, je respecte ça à mort. Ouais. OK. Puis, par contre, la vidéo, elle m'aide avec beaucoup de choses. Je prends la vidéo. Ouais. Et là, je dis ChatGPT, écris-moi un article avec cette vidéo-là. Il n'est pas en train de faire tout le tour de partout pour trouver les mêmes articles que tout le monde. Il prend ce que moi j'ai dit, il structure mes idées. Quelque chose d'unique, ouais. Et là, moi, je rentre puis je peux faire du editing. Puis après ça, je vais rajouter des pro tips de mon expérience. Fait que avec Ludo, tu parlais du EAT. Puis pas juste ça, aller connecter avec les gens à ce niveau-là. Fait que là, honnêtement, ma création de contenu, elle a probablement 10x, mais même la qualité du contenu, elle augmente. Puis moi, j'ai peut-être un point de vue un peu différent de beaucoup de gens qui disent « Ah, AI, ça va faire que tout le contenu va être mauvais. » Moi, je dis qu'une fois que Google comprend, j'ai l'impression que ça va améliorer de beaucoup le contenu. Puis je reviens à mon article de « How to send bulk SMS for camps ». Je suis allé sur Google, j'ai checké « How to send bulk SMS ». Essaie de ranker contre les startups qui font ça impossible. Right? Par contre, si je suis un propriétaire d'un camp de jour, j'arrive sur cet article-là, pas beaucoup de... C'est pas comme ça que moi je vais l'utiliser. Fait que si la personne elle rajoute le long tail et elle dit for camps, là c'est moi qui rank. Ouais. Automatiquement. La personne elle clique, puis là je dis hey, comment faire pour l'envoyer aux 2 parents? Comment cibler les gens avec telle allergie? Comment utiliser le courriel ou le SMS dans vos communications avec les parents pour un camp de jour? Elle voit tout de suite mon expertise, puis je pense que Google aime ça, fait que j'ai l'impression que ça va amener beaucoup, beaucoup plus de long term, puis même que ça va changer les habitudes des gens si assez de gens le font comme je suis en train de le faire, que maintenant ils vont mettre encore plus de long term, parce qu'ils vont se dire, il y a peut-être quelqu'un long tail, qui l'a écrit maintenant. Puis c'est tous des articles que j'aurais jamais écrits. Ça vaut pas la peine de l'écrire. C'est trop de travail pour le peu qui va rentrer, mais là j'ai attends, là ça vaut la peine. T'as un workflow efficient. Exact. Fait que pour les gens qui connaissent moins le SEO, le long tail, là, c'est de dire, OK, sur différents mots-clés cherchés sur Google, tu vas avoir différentes longueurs de mots-clés. Une intention de recherche qui est genre, je veux littéralement trouver un micro de podcast, je vais écrire un micro de podcast. Ouais. Ça, c'est pas du long tail, right? Ça, c'est un mot-clé qu'on va appeler souvent head keyword. Puis il est plus court, il est plus populaire, il est plus cherché, donc il est plus compétitif. Donc, il y a plus de volume, il y a plus de monde qui essaye, c'est juste off-demande. Fait que c'est tough, ranker, positionner ton contenu pour ça. Un long tail keyword, ça va être, je veux micro, podcast, Bluetooth, portatif, parce que j'enregistre, mettons, remote, cheap,
Puis 2024. Bon, j'en mets, là. Mais là, évidemment que là, c'est une intention de recherche qui est méga plus spécifique, plus nichée. Donc, il y a moins de gens qui la cherchent. Donc, c'est plus facile d'aller se positionner avec du contenu là-dessus. La question que tu dois te poser comme marketeur, c'est, est-ce que le temps que je vais investir dans la création d'une pièce de contenu qui se positionne pour un mot-clé si long que ça va me ramener assez de clients? Est-ce que de ces 10, 15, 20, 30, 50 recherches par mois seulement, là, qu'il y a sur micro-podcast, blablabla, je vais générer assez de leads puis assez de clients? Puis dans le cas d'Olivier, ce qu'il dit, c'est... Comme si t'étais plus là. dans ton cas, Oli, toi, c'est... je suis tellement efficace puis je connais tellement ça que oui, absolument. Fait que moi, je peux en tacler un paquet de long-tail keywords. 2 autres choses là-dessus. Long-tail keywords, si tu regardes les Ahrefs ou toutes ces choses, ces outils-là, c'est-à-dire il y a zero volume keywords. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que zero volume keyword, j'ai 4 clics par jour puis je suis rendu à 2 ventes un article que j'ai publié il y a 2 mois. Fait que, OK, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne le targetent pas. Puis, je suis pas un expert de SEO, là. Pour ça, je travaille avec Ludo, j'ai bien du fun avec Grip pour comme, apprendre d'autres choses. Mais une des choses, c'est que tu as le contexte topical authority. Ouais. Right? Ça, c'est thématiquement parlant, être reconnu par Google et les utilisateurs comme quelqu'un qui sait ce dont il parle quand on parle de sport et loisirs, mettons. Exact. Fait que la stratégie, c'est de dire, OK, j'ai un article, mettons, qui a beaucoup de recherches et qui est très difficile à ranker pour. Je donne un exemple, Dance Studio Software. Yes, Gymnastic Studio Software. Ça va prendre du temps pour ranker. Je mets de base. Je mets des backlinks vers cet article-là. Puis là, je suis rendu à peut-être 25, 26 articles les depuis internes, décembre. Mettons, les liens internes, exact. Depuis 3 mois. Puis il commence à augmenter. Ouais. Fait que c'est que ton zero keyword, il fait en sorte que quand quelqu'un fait le long tail, t'es tout seul. Tu peux ranker premier très rapidement, mais il donne la valeur où que c'est difficile à ranker. Ouais, 100%. Fait que tu fais tout ça, puis après ça, qu'on a fait avec Snip aussi. Une fois que tu le fais dans Danse, OK, je fais natation. OK, je fais que là, j'ai comme une stratégie, puis là, je vais dans chaque vertical pour le faire. Puis quand tu feeds, là, c'est méga technique puis tactique, mais je m'en fous, c'est mon podcast. Quand tu fais ta vidéo YouTube, tu génères un transcript avec quelque chose, puis là, tu le fais dans ChatGPT ou comment tu... Exactement. Je fais ma vidéo. Avec quoi tu génères ton transcript? Je me souviens plus de Descript ou un affaire j'utilisais Loom, là, j'ai trouvé une autre plateforme que je trouve un peu plus belle, je ne sais c'est quoi, mais ça me donne un transcript généré. Je le prends, je le mets dans ChatGPT, je dis, je veux ça, puis après ça me structure mon article. Puis après ça, je pars avec ça. Tu punches ça dans un Google Doc ou dans autre chose. Exactement. Je commence à travailler dessus. Je rajoute les pro tips. Je rajoute des screenshots de mon produit. Fait que c'est pas du AI. Puis même, un autre outil, c'est que je commence à être habitué aussi avec ChatGPT. Je suis comme, les 2 premières phrases effacées. Il y a comme des logiques qu'on voit absolument. Tu le vois. À un moment donné, tu le détectes quand même très bien quand toi, t'es comme, non, c'est pas bon. Mais il y a un autre outil. J'ai de la misère à croire que c'est gratuit. Là. Je sais pas si tu as déjà utilisé DeepL. Ludo m'en a parlé, je pense, mais aucune idée. C'est hallucinant dans le sens que je peux prendre mon texte de ChatGPT, prendre ma phrase, je la mets là-dedans, puis ça optimise avec 25 options de comment reformuler. Okay? Il y en a une couple qui sont pas excellentes. Juste d'un point de vue édition, copywriting. Exactement. Fait que moi, toutes mes phrases passent là-dessus. Fait qu'à la fin, j'ai vraiment plus un article d'AI. J'ai rajouté des pro tips. Je veux dire... mais ce qui est important que le monde qui écoute catch, là, c'est que ça marche, le AI Assisted Content pour Oli, parce que Oli, il catch c'est quoi son industrie. Il y a une vraie expertise à la base. Le AI dans ton workflow, Oli, c'est un enhancer, c'est pas un replacer. Exact. Puis c'est ça l'hostie de clé à comprendre. Oui, mais c'est exactement la raison pourquoi je crois que le futur est bright pour la qualité des recherches. C'est que s'il y a de plus en plus de gens comme moi qui ont pas beaucoup de temps, mais qui ont une très grande expertise, ils peuvent aller mettre plus de choses sur le web dans du long tail format. Là, je pense qu'on va avoir une meilleure recherche à ce niveau-là. Faut Google fasse... Puis ils ont fait un merge update, puis il y a plein de sites qui ont crashé à cause du AI. Okay. Fait que là, mais moi, je pense que ça va aider les gens à prendre leur connaissance puis à en faire plus. Puis j'ai écouté un podcast récemment sur AI, puis elle parlait, puis elle dit, c'est comme t'as un champ de blé, OK? Tu peux faire du pain. Tu sais couper ton champ à main ou tu veux une machine qui va te couper le plant, puis après ça, tu le travailles puis vendre du pain, tu sais. Puis c'est là qu'on est rendu. Puis ça permet aussi, moi, j'ai eu du pre-AI où j'ai écrit les articles moi-même, que j'ai envoyé une traductrice à un editor, le back and forth, le ci, ça. Puis là, tu reviens, ils auraient un article, mais ils ne comprennent pas les termes de ton... Fait, ils ont changé les termes, t'es comme, je viens de perdre tellement de temps. Et tu sais, fait qu'il y a comme cette efficacité-là qui est vraiment c'est malade d'autres. Puis
une observation un peu méta que je vais faire, c'est que une des clés de faire du inbound marketing puis du content marketing, c'est de figure out c'est quoi une opérationnalisation puis un workflow de contenu qui marche pour toi. Ouais. Puis de stick to it. Ouais. Puis, comme tu as dit, le back and forth avec des tierces parties externes, tout ça, ça marche pas pour toi. Fair. Tu t'es trouvé de quoi qui marche pour toi, puis tu es capable de le scaler puis de le répéter. Puis, l'autre chose qui arrive, c'est que la vidéo, t'as mentionné ça dans un oui, podcast. Là, tu ranks sur YouTube. On pogne des livres. J'ai plein de livres de YouTube. Là. Ouais. Comment tu fais pour tu sais qu'ils viennent de YouTube, l'attribution? Je te montre. Ouais, OK, c'est bon. C'est boboche encore, dans le sens que moi, une des premières questions, je commence ma démo. Hey, how do you hear about us? I want to know more. J'aimerais savoir où vous avez entendu parler. C'est parfait. Mais je rank sur Google, puis sur YouTube, mais Google montre de plus en plus de vidéos. Puis des how-to. Il y a de plus en plus de gens qui veulent voir une vidéo. Fait que je rank des fois du lendemain en haut sur YouTube. Et une chose que je fais maintenant aussi, c'est qu'après ma démo, je parle au champion, pas nécessairement le decision maker. Fait que moi, j'ai plein de portes d'entrée. Okay? Je focus sur 2-3. Ouais. Puis là, il dit envoie-moi le recording de notre démo. C'est poche. Le decision maker, moi, je suis un decision maker. Là. Genre, je veux voir une vidéo de 2 minutes, je vais prendre la décision vite. Fait que là, je dis hey, regarde, je t'envoie les top 5 points. J'ai fait des vidéos de 2-3 minutes sur chaque aspect. Puis, tu as mentionné 2 choses. Ça, c'est 2 autres vidéos. C'est plus du long terme, mais ça peut peut-être valoir la peine. Tu réutilises tes assets. J'ai réutilise, puis j'ai eu beaucoup de clients qui me disent cette vidéo-là, faites quand t'allais avec toi, ou hey, le decision maker, ben oui, c'est facile. OK, ça, c'est les 2 pain points, 2-3 minutes, expliqués. Ça, c'est un aspect de la vidéo. Puis l'autre, c'est quand les gens me trouvent de YouTube, ben, ils reconnaissent ma voix, ils me connaissent déjà un peu. C'est niaiseux, mais les familiarités, pas juste un vendeur, c'est moi qui fais la vente. OK. Fait que tout ça ensemble fait que c'est un peu la génération de contenu puis qui s'imbrique un peu dans les ventes aussi. Là. On s'en va vers notre clôture. Fait que j'ai des questions que je veux te poser en mitraille. Fait qu'il faut que tu me les répondes le plus vite possible. Je veux que tu me parles un petit peu d'embauche. Est-ce que c'est difficile pour toi l'embauche en tant que bootstrapper, mostly bootstrapper? Si oui, pourquoi? À date, non, parce qu'on a trouvé des gens qui utilisaient déjà la plateforme. Ça va super bien. Fait que non, mais j'ai hâte de voir pour la suite. Y a-tu une erreur que tu as faite que tu as le goût de partager qui est top of mind auquel tu penses vite? Déléguer les ventes. J'aurais jamais dû faire ça. Puis même encore, c'est la prochaine étape que je vais faire, mais j'ai entendu une place avant 1 million d'erreurs. Et si un founder qui peut faire les ventes, j'apprends trop pour mon content, je peux closer, je connais le client. Don't delegate the sales. Fuck yeah, OK, j'aime ça. Où est-ce que tu vois la compagnie le produit, dans 5 ans? Très complet pour le sport et loisirs, mais de plus en plus de clients qui viennent de plein d'industries pour remplacer les outils américains dont je te parlais. La compagnie dans 5 à 10 ans? Pas le produit, la compagnie. La compagnie? Ouais. Ouf, c'est drôle. On a eu je vais aller un peu plus long, celle-là, ça ne dérange pas. Une falaise où on approche 1 million et 1. C'est très hot. On va les hit cette année. Let's go. Puis là, qu'est-ce qu'on fait après? C'était ça l'objectif depuis le début. Là, c'est comme, attends, là. Wow, il y a comme c'est tellement ça. C'est juste le début, en fait. C'est juste un début, mais tu sais, depuis qu'on était à 2000 par mois, qu'on se disait, un jour, on va se rendre à 1 million d'erreurs, tu sais. Puis là, il arrive, puis là, c'est comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? Fait que ça, je pense que ça s'en vient. On en a parlé beaucoup, mais ça fesse. Okay. À savoir quoi faire. Qu'est-ce qui est le plus tough dans ta business en ce moment? Eh boy, t'aurais pu me poser ça en novembre, puis je t'aurais listé 25 choses. Dans ce moment, là, j'ai bien du fun. J'ai de la misère à te nommer quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus fun? Qu'est-ce qui est le plus fun en ce moment? Content. T'aimes ça? Je ferais juste ça. Je pense que je pourrais faire du travail dans l'SEO au point que j'ai trippé. C'est hot, ça. Mais je sais pas. Si je le ferais pour quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais pas la même... Ouais, là, c'est ça. Tu connais ton industrie, t'aimes le monde, pour qui tu produis du content. Exact. Ça change la donne. T'as-tu changé quelque chose? As-tu changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années? Oui. Quand j'ai commencé Sportball, j'avais lu 4 Hour Work Week, optimisé ça. Moi, j'étais dans l'optique de dire, hey, j'ai ma business, je veux être libre. Je veux la liberté comme beaucoup d'entrepreneurs. J'ai vieilli. J'ai 3 enfants maintenant, marié, une femme, une maison. Une des choses que j'aimais de Sportball, j'avais aucun employé à temps plein. Je me disais, regarde, ces employés à temps partiel, même si ça clash, j'ai pas une responsabilité autant envers eux. Là, je veux plus de responsabilité. On a engagé des gens, je suis toute seule dans le marketing. Je thrive là-dessus, puis je me dis quel impact je peux avoir pour mes enfants, pour ma communauté. Puis c'est des belles jobs. On est des bons boss, on est gentils. Je veux grow, j'en veux plus de responsabilité. Je veux grow, je veux avoir un impact sur la communauté. Puis j'aime ramener des outils qui payent au Québec. On paye tellement d'argent à MailChimp, SurveyMonkey. En global, combien tu penses que le Québec paye pour ces outils-là? Je sais pas d'autres, mais... Mais pourquoi pas le ramener puis employer des gens au Québec avec ces outils-là?
J'adore ça, dude. Pour finir, as-tu des shameless plugs? Yes. Sportball, si vous avez des enfants, 2 à 8 ans, on a les inscriptions de soccer. Les sessions de soccer commencent bientôt. Il y a un site web? Oui, sportball.com. Puis on va s'inscrire. On a plein d'emplacements de terrain à Québec. On est sur la Rive-Nord, Laval, le reste du Québec. On est même à Ottawa aussi. OK, super. Allez trouver une place, vous pouvez vous inscrire. Il y a plein de cours qui sont complets en ce moment, mais ça commence dans 2-3 semaines, certains emplacements. Vous allez utiliser Activity Messenger par là-bas? Absolument. Vous allez recevoir des textos, des courriels ou des rappels avec... Puis oui, c'est sûr que vous allez recevoir un peu avec Activity Messenger. L'autre chose que je dirais, c'est Make a Champ. Si vous êtes un athlète, vous connaissez des athlètes qui seraient intéressés à lever des fonds. Au lieu, encore une fois, d'aller sur GoFundMe, ben, c'est vraiment fait pour le sport et le loisir. Puis, super belle plateforme pour lever des fonds. Dernière chose, Activity Messenger. Si vous aimeriez remplacer ces outils dont je vous parlais, vous n'êtes pas dans le sport et le loisir, ça vaut la peine de prendre une demi-heure avec moi, qu'on rencontre, qu'on regarde vos besoins, parce qu'on a surpris bien des gens qui disent « Ah, est-ce que tu peux remplacer? » Fait que si jamais tu veux t'en aller local, book une démo, puis on va pouvoir regarder ça. Est-ce qu'on peut te contacter sur LinkedIn, Olivier Rousseau? Absolument. Celui d'Activity Messenger. Ouais, Oli, c'était une des plus belles conversations que j'ai eues depuis un bout. Merci d'être venu. Merci à toi.